quand tu ressors de Squid Game, je trouve que t'as un peu ce truc-là de... Ouais, en fait, l'humain, il est un peu désespérant, quoi. Tu sais, voilà. Alors que quand tu ressors de Bref, bah, c'est l'inverse. Comment on est, parce qu'en fait, des fois, on se juge sur des actions qu'on n'a jamais vécues, en fait. Et en fait, on a l'impression que dans telle situation, on agirait de telle façon, mais on les a jamais vécues. On n'a pas du tout ce contexte de vie, donc on n'en sait rien, en fait, qui on serait à la place de telle personne. Et je sais pas si toi, c'était déjà arrivé, alors c'est très perso, hein, mais est-ce que, sans nous dire le détail, hein, bien entendu, mais est-ce que c'était déjà arrivé de péter un câble en termes de gueulante, tu vois? Bah, je te répondrai en off, ok? Allez, on va continuer. Bref, j'ai voulu regarder une série. J'ai cherché sur Netflix, j'ai pas trouvé. J'ai cherché sur Prime, j'ai pas trouvé. J'ai cherché sur Disney+, j'ai trouvé. J'ai lancé un épisode, puis 2, j'ai tout regardé en une soirée. En fait, ça m'a replongé 10 ans en arrière. À l'époque, Bref, c'était mes soirées, mes amours, mes potes, mes références. Je regardais un épisode, je riais et je passais à autre chose. Aujourd'hui, Bref, c'est mes soirées, mes amours, mes potes, mes références. Mais quand je regarde un épisode, je ris, je pleure, je réfléchis et je passe pas à autre chose. J'ai eu envie d'en parler. Chercher un pote qui voulait en parler. J'ai trouvé un pote qui voulait en parler. On a décidé d'en faire une émission. Bref, ce soir on parle de la saison 2 de Bref. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et je viens de réaliser un petit rêve que je rêvais de faire à l'époque. Wivo, comment vas-tu? Bah ça va, j'ai pu écouter ce petit rêve, et franchement... Je te jure, à l'époque, j'adore. je sais pas si tu te souviens de cette période, du coup c'était 2010-2011, quand la série est sortie, sur YouTube, c'était la mode. Si t'avais envie de percer sur Internet, il fallait que tu fasses ta parodie de Bref, où tu racontais ta vie, hein, tu sais, ça se concluait. Bref, j'ai joué à World of Warcraft. C'était génial, c'était une des premières séries qui avait vraiment l'esprit un peu Internet, je trouve. Et qui arrivait à la télé, finalement, avec le rythme, avec des acteurs qu'on voyait sur Internet, avec un ton et des sujets qui nous parlaient de nous. Et Ouais, puis l'originalité de ce discours ultra rapide et tout, je crois que ça a surpris tout le monde. La promotion avait démarré un peu par surprise. Je sais pas si tu as suivi un peu comment ils ont fait la promotion de cette saison 2. Pas du tout. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils ont attendu le dernier moment pour en faire de la pub, quoi. C'est tout ce que j'ai su. Bah en fait, je crois que c'était aux alentours du mois de décembre ou début janvier 2025, là, que dans le métro parisien, il y avait des RE, qui étaient affichés sur un fond noir. Il y avait juste le RE. Il y en a plein qui disaient, c'est quoi ces affiches, quoi, c'est bizarre. Il y en a qui disaient, c'est chelou, mais on dirait la typographie de Bref, le RE de Bref. Mais c'est resté, je sais pas, peut-être pendant 15 jours comme ça, sans réponse. Alors ça commençait à alimenter un peu les rumeurs, etc. Et d'un coup, les LED sont apparus des deux côtés du RE, et c'était bien Bref, saison 2. Et ils l'ont annoncé seulement 15 jours avant la parution sur Disney+. Ouais. Le truc un peu dingue que je trouve génial, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient être attendus. Donc on en parle souvent dans l'émission que quand il y a trop d'attentes, ça peut gâcher quelque chose. Ils en ont totalement conscience. Et ils ont joué, même avec les acteurs qui ont participé à la série. Il y a certains acteurs qui sont venus tourner. C'était un projet pour Kian et Navo, donc les deux réalisateurs. Et Kian, c'est l'acteur principal de la série. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de jouer pour Bref. Eux-mêmes, pour garder le secret, en fait, tu vois, pour garder le secret, parce que forcément, plus il y a de gens impliqués dans un secret, plus il y a de chances que ça fuite. Et ils ont réussi l'exploit aujourd'hui. Enfin, ça n'existe plus, en fait, aujourd'hui, de sortir un projet qui peut susciter une telle attente sans qu'il y ait un leak. Et ils ont réussi, ces petits cons. Ils ont annoncé la série 15 jours avant la date de parution. Et c'est génial. Ah, c'est fort. Ouais, c'est fort. Quand tu vois là le buzz, je trouve que ça fait maintenant, c'est génial. Je pense que mais en plus, moi en plus, je trouve ça mérité. Et moi, ça m'a fait penser, c'est vraiment l'essence un peu de notre podcast. C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un truc où les gens passent beaucoup plus de temps à dire que quand ils aiment pas quelque chose, c'est de la merde. Et ils passent des jours, des heures à le dire haut et fort. Et quand ils aiment quelque chose,
Ils ont tendance à dire ça c'est bien par contre. Ouais, allez, je passe à l'œuvre suivante. Très bref. C'est très bref justement. Et nous, c'est ce qu'on voulait faire de toute façon avec ce podcast, c'est déjà ne pas parler des œuvres qu'on n'aime pas, parce qu'on s'en fout en fait. Et surtout, peut-être que certains vont considérer que du coup on est un peu, et on est peut-être peu exigeant, peut-être on apprécie beaucoup de choses, on est très bon public, etc. Moi je pars du principe que non, j'ai pas envie de passer mon temps à critiquer des œuvres, mais par contre des œuvres qui me plaisent autant que cette saison 2 m'a plu, j'ai envie de la porter en fait. J'ai envie de dire mon amour pour ça, et j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'en débattre. Et c'est pour ça qu'on a créé ce podcast. Et quand j'ai regardé cette série, je me suis dit, voilà, j'ai envie de parler, j'ai envie de prendre du temps, passer une soirée, qu'on en discute. J'ai envie de faire ma petite intro pour participer un peu au mouvement. J'ai envie justement d'avoir cet élan positif. Et je trouve qu'on le fait plus assez maintenant. Et que dès qu'il y a des trucs qui sont top, en fait, on le dit pas assez. On préfère critiquer des trucs qui sont même juste moyens. Des fois, il y a des trucs qui ont les descend plus bactères. Alors, c'est pas si mauvais, c'est juste moyen. Oui. Faisons l'inverse. Portons au nu les choses qui sont géniales. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Sur ce, je vais me coucher. Bonne soirée. Mais en plus, ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on dit souvent. C'est que je trouve qu'en plus, c'est assez. C'est pas forcément facile de prendre une œuvre qui plaît, qui nous plaît du moins. Subjectivement, et d'en ressortir ce qui est positif et de parler que de ça en fait. Des fois je trouve que c'est plus facile, et on l'a déjà dit dans d'autres émissions, mais justement de relever ce qui nous semble négatif et relever ce qui est positif, je trouve parfois que c'est tout aussi on s'en est rendu difficile. compte parce qu'aujourd'hui, cette semaine, on a réécouté une vieille émission qu'on avait faite. On va pas vous teaser parce qu'il va y avoir un remake de cette émission bientôt. Oui. Mais c'est une émission où justement on a un débat à un moment où on parle de qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est l'interprétation que tu te fais d'une œuvre ou est-ce que c'est la réelle intention de l'auteur de l'œuvre? Et j'ai l'impression que très souvent, même les gens qui critiquent gratos, etc., et qui disent que ça c'est mal pensé, c'est mal écrit, en fait, ils s'en fichent de la vision de l'auteur et des intentions. C'est juste eux, ils ont interprété les choses d'une certaine façon, c'est pas bien. Au revoir. Et ça, je trouve ça assez fou. Ouais, mais c'est vrai parce que les mêmes, nous, le travail entre guillemets qu'on fait pour l'émission, ça nous pousse justement à aller chercher en fait ce qu'a voulu faire le réalisateur, le scénariste, patati patata. Et le fait des fois même on est surpris. Ça pousse. Ouais, voilà. Même nous on est surpris en fait, en ayant la vraie vision de l'auteur. En fait, on est surpris et même souvent agréablement surpris. Parce que des fois, tu regardes une œuvre, t'as pas toutes les clés de compréhension. Il y a des fois des trucs qui toi, peuvent te paraître solides. On en a parlé dans l'émission qu'on a fait sur Squid Game, où justement, j'avais dit qu'il y avait pas mal d'interprétations possibles. Quel est le réel message de Squid Game? J'ai même des doutes, moi, sur les réelles envies de l'auteur. Tellement ça part un peu dans tous les sens politiquement. Je sais même pas exactement ce que pense l'auteur et quel message globalement il veut faire passer tant que la série n'est pas finie. Mais du coup, c'est intéressant d'essayer de creuser, quoi. Ouais, et puis du coup, tu sais que tu peux mal interpréter du coup ce qui a été réalisé. Donc, quand tu te bases que sur ta propre interprétation par rapport à ce que tu connais, tu peux te tromper en fait. Donc, c'est intéressant de savoir ce qu'il y a derrière. Et la comparaison d'ailleurs avec Squid Game, elle est pas mal parce que justement, moi, ça m'a fait du bien en fait de regarder Bref. Parce que à l'inverse de Squid Game, donc ça va ni spoiler l'un comme l'autre, hein, mais quand tu ressors de Squid Game, je trouve que tu as un peu ce truc-là de... Ouais, en fait, l'humain, il est un peu désespérant, quoi. Tu sais, voilà. Alors que quand tu ressors de Bref, c'est l'inverse. Je trouve que ça porte... Tu te dis, ok, l'humain, il fait des erreurs, il fait des bêtises, mais il fait du mieux qu'il peut. Comme il peut. Et souvent, il le fait sans réelle volonté de le faire. Voilà, exactement. Il n'est pas foncièrement malveillant. Des fois, il y en a qui peuvent être foncièrement malveillants. Mais la plupart des gens, en fait, finalement, même des gens méchants, souvent, c'est des gens qui vont pas bien ou qui interprètent mal ce que les autres, les messages qu'on voit. Et ça, moi, ça m'a énormément parlé. J'ai trouvé ça génial. Voilà, mais bon, ça, on en parle. J'ai un petit frisson. Carrément. Non, ça va être très intéressant d'en parler parce qu'il y a tellement de sujets. Moi, cette saison 2 m'a énormément surpris. Comme tout le monde, quand j'ai vu l'annonce de la saison 2, j'ai fait « Ouh, c'est peut-être pas obligé de remuer mes souvenirs si doux de ma douce adolescence. » Et ensuite, quand j'ai appris que ça serait pas un format court, ça serait un format long, qu'il y aurait 6 épisodes de 40 minutes, j'ai fait ok. Moi, ça me paraissait, je me disais oula, dans quoi ils partent. Après, globalement, j'avais une confiance aveugle.
Moi, j'adore le travail de Kian Kojandi et de Navo. Je les ai suivis, moi, sur la série Bloqué, sur Serge Le Mito aussi. Moi, j'adore l'écriture. Et j'adore même les spectacles que Kian a fait. Je trouve qu'ils ont toujours des concepts. Ils étaient même arrivés sur Canal+, avec un concept de spectacle. Il y avait 1 heure et chaque artiste passait 60 secondes. Donc, il y avait 60 artistes qui défilaient. Tu vois. Je trouve le concept est frais, tu vois. Même, il y a l'émission que Kian il fait sur le piment, la Hot Ones. Ah oui, Hot Ones, j'adore. Que je trouve très sympa aussi. Bref, en fait, c'est vraiment un humour que j'aime beaucoup. J'ai regardé le documentaire sur Disney+, et Kian, à un moment, il fait... en fait, nous, on essaye de soit être drôle, soit être intéressant. En fait, on trouve que sinon, il n'y a pas d'intérêt si t'es pas dans les deux. Soit t'es drôle, soit t'es intéressant. Et je trouve que ça résume pas mal leur humour, qui mélange un peu les deux. Et j'adore, moi, quand des gens me font rigoler, c'est souvent les gens qui me font le plus pleurer. Et je crois que cette série en est la preuve. Trop. Mais bon, avant de commencer l'émission, on va commencer direct en partie spoil. Moi, j'en ai marre de ces parties non-spoil où on se retient, etc. Mais je crois que tu avais un petit message à faire passer avant de démarrer. Oui, tout à fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on tient à remercier Sabine pour la petite donation qui a été faite très récemment. Et du coup, on tenait à vous dire que on a un pot commun qui est là, voilà, qui vous ça attend. Vient de se réactiver en plus, donc il est dans la description, vous pouvez y aller. Voilà, si vous voulez faire une petite donation, un petit pourboire. C'est minimum 100 €. Minimum 100 €, vous inquiétez pas. Et c'est un engagement de 4 ans, hein, voilà. Allez. Et c'est journalier, évidemment, c'est pas mensuel. Non, précise que c'est une blague. Hein, c'est une blague. Non. Vous pouvez donner ce que vous voulez, c'est vraiment un petit pourboire. Et donc merci à Sabine, c'est très gentil. Ouais, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Ça veut dire que on prend du plaisir, ça vous fait plaisir. Même les commentaires, là, on parle du pot commun parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Même les commentaires, ça fait. On n'a pas les réflexes des youtubeurs, on n'a pas les réflexes. Non, c'est vrai. Mais abonnez-vous, mettez des pouces rouges, faites des dons, des pouces rouges sur des pouces rouges. Voilà. C'est pour ça qu'on le fait pas, parce que du coup, c'est pas cohérent. Bon, voilà. Maintenant, on peut commencer. On peut y aller. Bref. Maintenant, c'est devenu un tic de langage. Hein. C'est terrible. Hein. Je me rends compte que. Alors, je sais pas si je le disais autant avant. Faut que je réécoute les anciennes émissions. Mais maintenant, dès que je dis. Bref. J'ai la musique qui démarre. Ah, mais c'est plus classe du coup. Limite, vaut mieux le dire. Maintenant, je le prends avec ma voix. Bref. Ouais, c'est ça. Tout simplement pour démarrer, j'aimerais bien avoir un peu ton rapport avec la série Bref. Est-ce que tu l'as vu en entier? Est-ce que tu l'as vu à l'époque? Comment tu l'as consommé à l'époque? Et voilà. Ok. Du coup, à son tout début, évidemment, quand ça a été ultra populaire, moi, j'ai pas regardé tous les épisodes comme s'il y avait un fil rouge en fait continu. J'ai vraiment consommé en fait les épisodes de Bref aléatoirement, un petit peu comme quand tu regardes les Simpsons ou quand tu regardes, tu vois. Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de... Même Kaamelott, moi ça m'a rappelé un peu Kaamelott. Tout à fait. Le fait qu'il y a un fil rouge qui s'installe petit à petit en fait. Oui. Alors que c'est une petite capsule à la base. Oui, c'est ça. Ou comme après, comme Ma famille d'abord, tu sais, à l'époque. Oui. Voilà. Oui, tu pouvais regarder un épisode par-ci par-là. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, j'en ai regardé quelques-uns. J'ai bien aimé, mais je suis pas allé plus loin. Okay. Et là, du coup, j'ai commencé donc cette saison 2 sans avoir vu la saison 1, ce qui est possible, parce que du coup, j'ai vraiment apprécié la saison 2. Il n'y a pas eu de problème. C'est même kiffant, en fait, quand tu as regardé la saison 2 sans avoir vu la saison 1, de te faire la saison 1 après. En fait, c'est kiffant de revoir les personnages, de voir qu'ils ont raccordé des choses, que tout est globalement cohérent. Et je me suis juste fait avoir sur un truc, mais voilà le fou rire. Heureusement que j'ai regardé le documentaire sur Disney+, là. Ouais. Parce que moi, en fait, je m'étais fait la saison 1. À l'époque où c'est sorti, c'était comme toi. J'avais dû checker des épisodes par-ci, par-là. J'adorais le concept, mais je savais même pas qu'il y avait un fil rouge, tu vois, voilà. Mais il y a, je sais pas, il y a 2, 3, 4 ans, peut-être pendant le Covid, je ne sais plus, j'ai vu qu'ils avaient mis tous les épisodes gratuits sur YouTube. Et du coup, je m'étais fait toute la série en binge-watching, quoi. Et justement, je me rappelle, je t'en avais parlé, je t'avais fait, mais putain, la série Bref, je te la conseille sur YouTube. Franchement, en fait, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Je trouve qu'il y avait un vrai fil rouge, et puis il y avait des vrais thèmes très cool, quoi. Et donc voilà, mais du coup, c'était il y a 3-4 ans, peut-être, je sais plus. Donc j'avais un souvenir quand même relativement éloigné de tout ça. Ouais.
Et, et donc, je regarde cette saison 2, et puis j'ai adoré le clin d'œil dès le début de la saison 2. Il y a Orelsan et Gringe. Donc, c'est un gros clin d'œil à la série du coup, qu'ils ont écrit par la suite, Bloqué. Et il y a le personnage de Jonathan Cohen qui est apparu dans la série Bloqué, qui est devenu le Serge le Mytho, qui est trop connu. Et j'ai vu, ça faisait crossover avec Kian Kojandi. J'ai fait, c'est trop bien, c'est comme s'il crée un univers. C'est le bref univers, quoi. Ça crée ce truc-là. Et donc, j'ai trouvé ça kiffant, ce petit clin d'œil et tout. Et après avoir regardé la saison 2, je me suis fait, vas-y, j'ai envie de me refaire la saison 1 pour voir. Parce que j'ai regardé les premiers épisodes de la saison 1. Puis comme je voyais qu'il y avait des trucs qui collaient de fou, je me suis fait, vas-y, je vais tout me regarder. Et grosse surprise, d'un coup apparaît le personnage de Jonathan Cohen, sauf qu'il s'appelle Charles. Oui. Et c'est un des amis de Kian, un des nouveaux amis de Kian. Et du coup, je fais, ah merde. Je fais, c'est marrant du coup pour le clin d'œil qu'ils aient fait apparaître Serge le Mytho, Orelsan et Gringe et tout au début de la saison 2 de Bref, c'est marrant pour le clin d'œil, mais du coup, c'est une petite incohérence, voilà. Et j'ai regardé le documentaire sur Disney+, et j'ai fait, oh, les cons, ils sont malins. Parce que je me rappelle, il y a eu la série, du coup, Bloqué. Donc là, c'était que des petites pastilles. Donc, je crois pas qu'il y a de fil rouge dans la série Bloqué. Sauf que il y avait des épisodes, en fait, d'impro où Jonathan Cohen, il se posait entre Orelsan et Gringe. Et il partait en impro sur un mytho, tu vois. Et Orelsan et Gringe, ils n'étaient pas au courant de ce qu'il allait parler. Donc c'est très drôle à voir parce que tu les vois, ils se retiennent de ne pas exploser de rire et tout. C'est ce qui a fait le succès de ces phases-là. Tellement le personnage a eu du succès, après Bloqué, ils ont fait la série Serge le Mytho. Où là, c'était beaucoup plus écrit. Il y avait un fil rouge un peu comme dans Bref. Et il y avait toute une histoire que je vous laisserai découvrir parce que j'ai vu qu'elle est dispo sur Disney Plus aussi maintenant. Voilà. Ah bon? Ok. Ouais. Parce que moi je l'avais vu il y a sur YouTube. Vraiment pas longtemps. Sur YouTube, sinon elle était dispo. Ah ok. Il y a 30 épisodes. 30 épisodes, ça dure 4 minutes, je crois, chaque épisode. Donc pareil, ça se regarde très très vite. Ouais. Et je me suis souvenu que dans un épisode de Serge le Mytho, il y avait une apparition de Kian Kojandi, mais je me rappelle plus du tout de quoi ça parlait. Et là, dans le documentaire, ils l'ont montré. Et j'ai fait, ils sont malins. Parce qu'en gros, t'as Serge le Mytho qui se bat avec Orelsan et Gringe dans la rue. Et d'un coup, il croise Kian. Mais Kian, il l'appelle, hey Charles, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Et puis t'as donc Serge le Mytho, il fait, ah salut. Puis il semble gêné, tout ça. Et après, ils se disent au revoir. Et déjà, on voit Kian, il est avec donc Bérangère Krief qui joue Marla. Marla, ouais. Donc tu vois qu'en fait, c'est la suite de Bref. Parce que tu vois qu'il est en couple avec Marla. Donc déjà, c'est une info que tu obtiens, parce qu'à la fin de la saison 1 de Bref, tu n'es pas au courant qu'il se met avec Marla, en fait. Oui. Et là, tu l'apprends via Serge le Mytho qu'il est en couple avec Marla. Et ensuite, t'as Orelsan et Gringe, il fait « Pourquoi ils t'ont appelé Charles ?» Puis t'as Serge le Mytho, il fait « Oh, je sais pas, c'est une histoire. » Et ça passe comme ça. Et donc, tu te rends compte, en regardant la saison 1 de Bref, que quand il se fait appeler Charles, mais en fait, il mitonne, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est le même personnage. En fait, c'est vraiment un univers qu'ils sont en train de créer. Ouais, c'est génial. J'ai fait ça. Ça, c'est drôle parce que c'est vraiment. Ils disent dans le documentaire que c'était pas écrit à l'avance, bien entendu. Mais je trouve. Enfin, c'est génial. Et puis ça passe. La galipette, elle passe de ouf. Ouais, voilà, c'est trop bien. Putain. C'est ça. Parce que c'est con, ça va pas être cohérent. Un détail aussi couillon, je fais c'est dommage, quoi. Et donc, il y a tout qui passe. Et je fais. Enfin, bref. J'adore. Ouais, c'est Navo, c'est ça? Navo, ouais. Qui apparemment, lui, comme toi, du coup, j'ai vu le documentaire, qui est justement à fond dans la cohérence. Et il est tout le temps en train de chercher une cohérence à tout, même la disposition des pièces, etc. Et tout. Il pousse le bouchon à fond. Et je trouve ça génial. Le documentaire est très très cool là-dessus pour montrer vraiment les différences qu'il y a entre les deux. Je trouve même que j'ai été très étonné parce que souvent les documentaires comme ça, c'est vraiment pour brosser dans le sens du poil. Ah, c'est des génies, ils sont créatifs, ils sont drôles, ils sont gentils. Et je fais putain, en fait, là, ce documentaire, globalement, ça les. Oui, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens du poil, mais il y a quand même un côté. Navo, il s'en prend quand même pas mal dans la gueule dans son côté très peu sociable. C'est ça. Il manque de code social. On voit leur pareil, lui, il peut déborder dans ses émotions. Ouais. Enfin, il y a quand même une phase. Ouais, c'est bien. Ouais, en fait, mais je pense tout comme la série, en fait, à travers le documentaire,
ils montrent leurs imperfections. Autant l'un que l'autre, qui ont des défauts complètement différents parce qu'ils ont pas du tout les mêmes personnalités. Mais c'est très cool, ouais. C'est très cool. Mais c'est très différent, je trouve, de le faire dans une fiction, parce que c'est un personnage, c'est pas toi. Là, le documentaire, je trouve, ça les attaque. Même, ils montrent des extraits où les mecs paraissent pas agréables parce qu'ils sont dans le jus, parce qu'ils sont en train de travailler. Il faut aussi comprendre ça. C'est quand tu taffes, t'as des gens à la responsabilité, t'as du temps, t'as un timing, un tournage, t'es pas en illimité. Donc, il faut savoir aussi être très directif, et je trouve ça assez cool en fait de le montrer parce que c'est tout un peu à leur honneur, je trouve, d'oser en fait montrer cette petite phase là, même si c'est pas non plus, on les montre pas en train de frapper des stagiaires ou je sais pas quoi, tu vois. Mais j'ai trouvé ça très cool. Le documentaire, je vous le conseille, il dure 55 minutes et je l'ai pas vu passer. J'ai adoré regarder, c'est très très cool de voir un peu l'envers du décor et de voir qu'ils ont démarré. C'était l'époque de début de YouTube, hein. Les nouvelles générations là, ça fait le vieux con de YouTube, mais tu sais, ce début de YouTube où vraiment c'était juste une caméra, tu filmes, et puis tu fais un truc totalement amateur, il n'y a pas de décor, il n'y a rien, c'est filmé en SD, tu vois. Mais c'était ça aussi, tu sais, c'était le début, on apprenait sur le tas comme ça, donc c'est très cool. Ouais. Puis même un peu les vidéos qu'ils faisaient quand ils étaient plus jeunes, un peu à la con, tu sais, des sketchs ou n'importe quoi, histoire de se filmer et de faire un truc parodique. Justement, j'en ai 10 000 des vidéos comme ça. Moi, sur les VHS, ça me fait penser à nous, tu vois. À nous, quand on était plus jeunes. Ouais, moi, j'en faisais encore quand j'étais vraiment gamin. Hein. Moi, depuis tout petit, j'en faisais. J'ai des VHS, hein, vraiment, voilà. Et c'est vrai qu'après, quand je t'ai rencontré et tout, nous, on a sur des disques durs, il y a pas mal de vidéos qui traînent. Bah ouais, quand t'avais le petit caméscope, là. Et aussi, on faisait des petits confessionnals où on parodiait. C'est vrai. Donc, ça m'a fait penser à nous. C'était marrant, quoi. Non, c'est un documentaire très intéressant. Ouais. Donc, bon. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais pour la saison 1, en fait, c'est toi qui m'as donné envie, à travers justement l'épisode de Serge de Mito, qui est Charles, du coup. C'est là que j'ai démarré, du coup, pour l'émission, en fait, la fin, on va dire, de la saison 1, où justement, enfin la fin. À partir du 60e épisode, je crois, un truc comme ça. Les 20 derniers épisodes. Ouais, voilà, les 20 derniers. Où, comme ça, j'ai pu voir vraiment, justement, ce fil rouge que Kian avait créé, enfin, Kian Navo. Et du coup, ça, tu vois, en fait, des ressemblances avec la saison 2, et tu vois que déjà, il y avait un sacré fil rouge, même dramatique. J'ai trouvé ça génial. C'est le moment de rupture, c'est vraiment le moment... où il y a vraiment le fil rouge qui s'installe, alors que tout le début de la série, c'est plus un épisode par-ci par-là mais qui crée un lore, hein, qui crée des personnages, qui crée des concepts, qui crée... Un peu, moi, ça m'a rappelé aussi, tu vois, How I Met Your Mother. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment dans How I Met Your Mother, il y a eu ce truc de chaque épisode avait un concept. Avec Barney notamment, tu sais, il y avait vraiment un délire. Chaque épisode, tu l'ouvrais parce que tu savais qu'il allait avoir une petite création, une idée un peu cool, un concept. Et là, je trouve que bref, c'était ça aussi à chaque petite pastiche, c'était cool, quoi. Puis plus ils ont eu de moyens, plus ils ont pu incorporer de la réalisation très cool. Parce qu'au début, c'est vraiment du cut, quoi. Hein, mais il n'y a pas de plan de fou, il y a pas de... Et petit à petit, tu vois, qu'ils ont été. Et je trouve que la saison 2... on a beaucoup parlé de l'écriture, trucs comme ça, que je trouve génial, mais la réal... Elle est incroyable. Ouais. Franchement, elle est incroyable. Je trouve que alors tu le vois justement dans cette fin de saison 1 qui commence à faire un petit peu. Ils ont mis en place des scènes un peu métaphoriques et tout. Mais la saison 2, ils sont partis super loin. Mais c'est génial. Moi, j'ai adoré le délire. C'est quand je les ai écoutés en interview, ils ont dit que globalement, en fait, on voulait pas revenir pour rien. Et si on venait, déjà, c'est parce qu'on avait des choses à raconter. Et en plus, on voulait faire mieux, en fait. On ne voulait pas décevoir ceux qui ont aimé, bref, à l'époque. C'est déjà très dur, ce pari, déjà, de faire ça. Mais du coup, mais je trouve ça très intéressant. On le reproche souvent dans certaines licences qui ont un peu peur, qui sont un peu frileux, qu'il y a une recette qui marche, on va l'appliquer, tu vois, au copier-coller. On va rien bouger, rien toucher. On copier-coller. Et là, moi, j'aime le fait qu'en fait, ils ont complètement pris à bras-le-corps le fait que ça a marqué une génération. Donc, leur but, en gros, c'est à l'époque, ça a plu on va dire, les 15-25 ans.
ces 15-25 ans, c'était il y a 10 ans, donc maintenant, c'est les 25, 35, 40 ans, tu vois. C'est ça le public cible. Après, ça peut plaire autour, mais c'est à eux qu'on veut plaire. Et je trouve que la série, en fait, évolue avec l'âge. C'est souvent ce que j'ai parlé, toi, par exemple, dans Toy Story, que je trouve qu'ils ont un peu ce même délire-là. On en a parlé aussi avec Vice Versa, où on voit le personnage, tu vois, qui évolue. Et moi, c'est ce que j'espère pour la suite de Bref. J'espère juste... La série a cartonné là, sur Disney+. Mais vraiment, c'est le plus gros succès de Disney+. Ah oui. Donc, je suis trop content pour eux, en France. Après, là, ça va commencer à être diffusé dans le monde entier, donc on va voir si ça va plaindre. Mais en France, ça a été la série la plus visionnée de l'histoire de Disney+. Du coup, je suis trop content pour eux, très clairement. C'est mérité de ouf, c'est quali, donc c'est génial. Ce qui me fait peur, c'est que derrière, on veuille enclencher une suite trop rapidement. Là, Bref, en plus, ça se conclut... On est en partie spoil, je vous le rappelle. Ça se conclut avec le fait qu'il va devenir papa. Oui. Après, limite, j'aurais... Ouais. Est-ce que tu... Je sais pas si ça demande justement une suite ou non. Est-ce que... moi, en fait, un peu comme pour Vice Versa, on en parlait dans Vice Versa, où c'était cool que le 1 soit une gamine 6-7 ans, le 2 c'est 12-13 ans, et on se disait, ça pourrait être génial de la suivre quand elle a 18-20 ans, et en fait... Au bout de 30 ans de Vice Versa, t'es toute la vie de l'actrice. Ouais. Et là, moi, ce personnage de Bref, j'imaginerais trop en fait qu'il y ait une saison de Bref tous les 10 ans. Et tous les 10 ans, on suit ce personnage et toutes les questions qui se posent. Là, ce qui me fait peur, c'est que la série se termine en plus avec un bébé. Donc c'est direct. Il n'y a pas de... Il n'y a pas 10 ans qui vont se passer pour qu'on ait toutes ces phases de vie. Je pense que s'ils ont teasé le bébé, c'est... Potentiellement, il y a une saison 2, une saison 3 du coup, qui peut arriver très vite sur la paternité, tout ça. Et je ne sais pas si ça va être si intéressant, enfin ça peut être très intéressant, je leur ferai confiance, mais globalement, moi c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé, pourquoi pas suivre ce personnage du coup il est appelé Jeu, parce qu'il a pas de prénom, c'est très drôle. Et ils en jouent beaucoup, tu sais, avec les noms... Ouais. Genre, je m'appelle pas Jean-Jacques. Ah ouais, tu t'appelles pas Jean-Jacques? Tu t'appelles comment? Et ça passe à autre chose. Ou alors, il y a le nom, j'ai écrit ton nom sur le banc. La Tub? Non, Émilie à l'envers. Ouais. Et ils en jouent parce que t'as toujours l'impression que tu vas le savoir et puis finalement tu le sais pas. Parce que même c'est dans la saison 1, je crois quand il rencontre Marla, pareil, elle lui dit je m'appelle Marla et toi tu t'appelles comment? Et puis il va lui répondre, il fait non mais c'est pas grave, vas-y on s'assoit et il passe à autre chose. Tu vois. À chaque fois ça coupe pile poil. Donc, c'est vrai. Après, moi, je t'avoue, en fait, j'aimerais bien, en termes de quali, en fait, parce que là, j'ai trouvé ça tellement intéressant, parce qu'il y a un propos, comme ils disent, c'est très générationnel, et du coup, la saison 1 s'adressait réellement à notre génération à l'époque, et là, je trouve, en fait, la puissance de ce truc, c'est qu'elle parle à notre génération, en fait. C'est ce qui est très, très impactant. Et je me dis... Pour qu'ils aient autant d'inventivité, autant de créativité, autant de... Tu sais, apparemment, il travaille un peu comme Orelsan. Tu sais, Orelsan, il adore, en fait, avoir toujours un bloc-notes avec lui. Et dès qu'il a des punchlines qui rentrent, il les note. Il a un tiroir rempli de notes de punchlines. Et après, dès qu'il a un sujet, il s'en sert comme une boîte à outils. Tu vois, il va récupérer des outils pour... Ce qu'on voit très bien dans le documentaire, d'ailleurs. Ça, entre Navo et Cam. Et on le voit notamment, tu sais, toute la scène de l'Académie des beaufs, là, tu sais, pour les oncles, là, où en fait, ils ont trouvé plein de vannes, mais ils les trouvent comme ça, et puis après, ils les ont de ce côté, puis après, ils les ressortent pour les caler à tel moment, à tel... Et je me dis, pour avoir un taf comme ça, il faut du temps, en fait. C'est pas... ça sera moins quali, forcément, moins riche, si ils enchaînent directement, quoi. Mais vu le succès, à mon avis... après, c'est vrai. Après, tu vois, moi, pour le coup, sur cette fin, je m'attendais pas à une suite. Pour moi, ça se finissait vraiment de cette manière. Et je n'ai pas imaginé qu'il y aurait une suite. En fait, je me suis dit, ok. En fait, il y a eu toute la phase où ses relations amoureuses étaient tumultueuses, étaient compliquées, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se passe parfaitement bien. Et il roule sur la roue du bonheur. Et justement, tu as le bébé qui arrive et qui, du coup, ajoute une nouvelle couche potentiellement de joie, mais de problème aussi, tu vois. Et voilà, et ça s'arrête là. Oui, voilà, c'est pour ça que le bébé, pour moi, teasait... Parce qu'il tease bien que tout est parfait, tout est bien, et puis retour à la réalité. Et puis tu te dis, là, ça va... C'est pas que ça va créer des problèmes, mais c'est que ça va changer. Il a enfin trouvé, on va dire, la femme de sa vie.
mais il y a un événement qui va arriver qui va remettre en cause, même qui va remettre en cause tous ces principes qu'il vient de se créer lui-même dans sa vie de célibataire. Et donc ça peut être très intéressant. Après, ça peut être très intéressant. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, faut garder la qualité, faut garder parce que pareil, là je trouve que c'était un très très bon choix de partir sur du format long parce qu'ils ont réussi à maintenir le concept de bref. C'est bref, très clairement, tu te poses même pas la question, tu te dis pas bon, ils ont repris les acteurs, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est bref, ils ont réussi à enchaîner les épisodes et puis alors là c'est même plus un fil rouge parce que t'as l'impression que c'est plein de petits sketchs qui se succèdent. Mais là, moi je l'ai regardé une deuxième fois la série et je trouve il y a des épisodes en termes d'écriture. L'écriture de l'épisode 3 où c'est le combat de son père contre le cancer, je trouve hallucinant. Ça s'appelle Chacun son point de vue. Donc déjà, tu as chacun le point de vue des personnages vis-à-vis de la maladie. Ils ont chacun leur façon de vivre ce truc-là. Mais du coup, tout se raccroche pour à la fin, en gros, te montrer que le point de vue, ça peut être aussi un lieu. Et du coup, l'hôpital, c'est là où il vit son pire moment. Mais quelques années après, ça va être son meilleur moment. Et tout est écrit, tout a une concordance. Et même me rappeler, tu vois, Desperate Housewives, où des fois, le message du début... va faire écho avec le message de fin mais avec une autre vision, tu vois, et j'ai surkiffé quoi. Ouais, c'est vrai que c'est et là justement on parlait de la façon qu'ils ont de créer un petit peu des scènes métaphoriques. Alors là, je me suis dit mais ils vont où sur cet épisode où ça part en fusillade, on dirait le film Starship Trooper où t'as les aliens qui arrivent de tous les côtés, ça tire de tous les côtés. Ça va loin. C'est des crabes comme là, c'est des crabes, cancer, voilà. Et ben là, ça me fait penser justement à Navo qui là-dessus, les crabes, à la base, les crabes devaient avoir des lasers. Et en fin de compte, il a dit non, mais non, c'est pas cohérent. Il a dit non, parce que c'est les guerriers qui doivent tirer avec des lasers, parce que c'est les rayons, on combat le cancer avec des rayons. Donc si les crabes eux-mêmes tirent des rayons, ils gardent une cohérence dans ce truc qui est quand même ultra fantastique. Et donc ça, c'est très fort. Et en plus, de ce que j'ai compris, c'est que Kian, pareil, à ce moment-là, ça a été assez dur pour lui de tourner certaines scènes, parce que justement, il a vécu... Oui, c'est vrai. Donc là, c'est vrai que même émotionnellement, ça devait être assez compliqué. Quoi. Ah, moi, je t'avoue. En fait, je m'attendais vraiment pas à être autant touché. Un peu comme pour How I Meet, en fait. T'es pas là pour ça, en fait. Et ça qui est cool, c'est qu'on vient de cueillir, t'es pas là pour ça. Et d'un coup, moi, c'est vraiment... l'épisode 1, c'était vraiment du bref. J'ai trouvé ça ultra original, ultra... c'est vif, c'est rapide, mais c'est aussi surprenant quand au début, il te présente sa nouvelle copine, qui est interprétée par Doria Tillier, où ça va à fond, à 100 à l'heure. Puis d'un coup, elle freine et il se fracasse la tête contre le pare-brise. C'est vrai. Il se retrouve célibataire, enfin, il vient de se faire larguer. Je trouvais ça génial. Mais c'est très le premier épisode est très dans l'humour, finalement très à la bref, mais on retrouve des bonnes idées, des bons concepts. Tu sens que c'est bien écrit, que c'est quali, que c'est rythmé, c'est cool. Et dès le deuxième épisode, alors même sans parler de la fin où carrément on apprend que son père est mort, il y a tout ce côté moi j'ai adoré sa relation avec ses parents, avec son père, et ça renforce en plus l'épisode 3 parce que on sent que dans tout l'épisode 2 tu comprends qu'il a besoin justement pour aller mieux de discuter avec son père, de discuter de l'éducation qu'il a eu quand il était plus petit en fait, du rapport que son père avait avec lui. Tu sens qu'il a besoin d'en parler et en fait tu t'attends à qui lui en parle dans l'épisode 3 et en fait il peut pas lui en parler parce que du coup son père a le cancer et il va mourir. Donc tu as ce truc là c'était le moment en fait de parler de quelque chose qui toi te tenait à cœur à quelqu'un qui t'est proche et en fait ce proche là va partir et je trouve que la perte elle est encore plus forte parce que c'est toujours les moments où t'as besoin de parler à la personne qui t'est proche de choses qui te sont vraiment profondes, en fait c'est trop tard. C'est trop tard. Et je trouve que mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il, pour le coup, en plus, il a le temps avec la maladie. Parce que justement, son frère, il fait ce truc-là de dire que dans leur malheur, ils ont le temps en fait, de lui dire au revoir. Donc il aurait eu le temps même de lui parler. Mais il n'y arrive pas parce qu'il y a des trucs qui ont du mal à sortir. Et voilà, c'est vrai que c'est très touchant. Mais un truc aussi très intéressant, c'est qu'ils servent de ça, notamment avec le personnage de Alexandre Astier, là, qui joue le psy un peu. J'adore son rôle. Ouais. Qui dit un truc très intéressant, c'est que si tu as besoin de parler avec ton père, en fait, c'est pas pour lui, c'est pour toi.
c'est toi qui as envie de guérir le truc. Donc, ton père, tu peux toujours aller lui parler, en fait. Même s'il est plus là, c'est toi que tu dois guérir. Tu dois faire les choses. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant. Parce que c'est vrai que souvent, quand tu as un problème, que ce soit avec tes parents ou avec quelqu'un d'autre, dans l'idée, tu as envie de changer la personne ou je ne sais quoi. Et tu fais, en fait, non, c'est ce que tu as besoin, c'est toi-même, en fait, de te retrouver et de reconstruire toi. Et donc, de toute façon, c'est clairement c'est une séance de psy entière, hein, cette saison de Bref 2, c'est un délire. D'ailleurs, ouais, c'est presque ça, c'est du stoïcisme presque ça. C'est le fait de... En fait, on pense souvent que pour aller mieux, il faut presque contrôler un peu les autres, entre guillemets. Mais en fait, c'est ce qui est plus dur, c'est de contrôler justement les émotions par rapport aux autres. C'est toi, en fait, c'est pas au niveau externe qu'il faut changer les choses, c'est au niveau interne. Mais après, c'est très facile à dire. C'est toujours pareil, mais c'est toujours intéressant d'en avoir conscience. Et j'ai écouté d'ailleurs une interview d'une psy qui parlait du coup de la série, et qui avait dit qu'elle avait vraiment beaucoup aimé, mais elle avait émis une petite critique. Elle a dit qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a énormément de gens qui font pas forcément très bien. Et il y a une erreur que beaucoup font, c'est qu'il y a des gens qui se satisfont de comprendre pourquoi ils ne vont pas bien. Mais ils s'arrêtent à ce moment-là. Et pour aller mieux, en fait, c'est très bien de comprendre déjà ce qui ne va pas, mais il faut agir derrière. Si tu comprends, mais des fois, en fait, le cerveau, juste le fait de comprendre, il s'en satisfait. Et sur le moment, tu as ce moment de satisfaction qui fait ok, je comprends. Et finalement, en fait, tu n'agis pas dans ta vie de tous les jours et tu finis par replonger derrière. Et ça, je trouvais ça très intéressant à dire. C'est très bien de comprendre les choses et cette série sert à ça. Mais derrière cette série, il faut aussi agir réellement sur sa vie. C'est pas le tout de juste comprendre, quoi. Ouais, c'est vrai. Et notamment, moi, un truc qui m'a beaucoup parlé, c'est le thème des choix. Ça, je dois... Arrête de rire. Mais moi, je dois avouer, je me suis reconnu à fond là-dedans. C'est que je sais pas si c'est générationnel ou quoi, ou peut-être qu'avant, tu faisais pas de choix parce que les vies étaient vraiment sur des rails tellement tout le monde avait la même vie, il y avait un chemin pour réussir, tu vois. Aujourd'hui, maintenant qu'on a globalement plus accès à beaucoup de choses, beaucoup de choix, beaucoup de lieux même de vie ou de personnes que tu rencontres ou tout ça, tu as beaucoup de choix. Et finalement, on a du mal à faire du choix. On devient un peu des Jean-Jacques, où on s'assoit pendant 30 secondes et on reste 20 ans. Et je trouve, en fait, ce thème-là m'a beaucoup touché. De se dire qu'en fait, forcément, choisir, c'est renoncer. Et des fois, en fait, tu as l'impression qu'en faisant tel choix, tu vas mettre de côté plein d'autres choses. Mais est-ce que, du coup, ne pas faire de choix, finalement, c'est rester faire du surplace ? Je trouve ça très intéressant. Et dans la série, un détail que j'ai remarqué au second visionnage, que je n'avais pas pensé avant, à ton avis, c'est quoi, dans la saison 2, le premier choix qu'il fait ? Dans la saison 2, le premier choix qu'il fait, c'est une... En fait, il te fait déjà, dans l'épisode 1, il te fait tout ce speech sur les choix. Il te présente, il te dit quand il était gamin, quand il y avait, fallait chacun choisir un personnage, il choisissait pas et il se retrouvait avec la danseuse à la fin. Enfin, tu vois, il y a tout un truc et tout. Il te fait tout ce speech sur les choix. Il fait, bref, aujourd'hui, j'ai décidé de faire des choix. Déjà, j'ai accepté que Billy vienne habiter dans mon appart. J'ai dit à Ben, en gros, son premier choix, c'est d'envoyer un message à son pote Ben pour lui dire c'est ok, tu peux dire à Billy de venir à l'appart. C'est son premier choix. Et ça, j'ai fait. Au deuxième visionnage, j'ai fait oh putain, dès le premier choix, en fait, il choisit la femme de sa vie. Il a raison dès le début. Tu vois. J'ai fait à la seconde lecture, j'ai fait oh là là. C'est pas mal, ouais. Parce que ça paraît être un choix insignifiant en plus. Voilà. Alors qu'en fait, ça a toute son importance quand tu... C'est le choix le plus important de sa vie. Oui, c'est le choix le plus important de sa vie. Exactement. Et d'ailleurs, parlons-en. Je suis très curieux de savoir. Moi, je me suis totalement fait avoir sur le choix de la Moser. Je ne l'ai pas vu venir jusqu'au dernier moment. Est-ce que toi, du coup, Billy, est-ce que tu avais suspicionné que ça pouvait tourner comme ça ou pas du tout ? Non. Ouais, tu t'es fait surprendre aussi ? Ouais, je m'y attendais pas, parce qu'en plus, et d'ailleurs ils en parlent dans la série, vu que c'est l'ex de son pote, je me suis dit, en fait, ça crée une barrière. Et d'ailleurs, ils font toute une petite partie un serment de samouraï. Oui, voilà, c'est ça.
Et non, je pensais pas. En plus, après, en même temps, leur relation, c'est vrai qu'elle coule de source, tu vois. En fait, à la fin, mais ça c'est toujours pareil, c'est une fois que tu as la réponse, tu te dis, bah ouais, ça paraît logique. Ça paraît logique quand tu les vois vivre ensemble, parce qu'ils vivent plutôt bien ensemble. Mais c'est vrai que sur le coup, non, je m'y attendais pas. Moi, je l'ai pas vu venir. C'est vraiment au moment où il y a eu la discussion, quand Ben là, il débarque dans l'appart et ça part en clash. Je me suis dit, ouh, mais c'est vraiment au dernier moment, quoi, en fait. Et du coup, j'ai kiffé me faire surprendre. Et au deuxième visionnage, en fait, je trouve ça tellement malin, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont un moment de complicité, ils le contrebalancent très rapidement. Soit ils changent de sujet pour partir sur autre chose, soit il y a Ben qui vient sonner directement au moment. Enfin, on casse toujours les moments de complicité et on passe tout le temps. Ça va tellement vite, en fait, dans la narration que tu n'as même pas le temps de réellement te poser pour y réfléchir. C'est vrai que la seconde lecture devait être intéressante, ouais. C'est vrai que j'avoue, j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, je trouve que c'est une série qui se répond. Il y a vraiment des thèmes qui se répondent les uns par rapport à l'autre. Par exemple, tout le fait qu'ils vivent très mal la réussite de son frère. Quand tu as la fin, la conclusion, de voir que son frère fait pas ça méchamment, mais que des fois il y a des excuses. Puis ça rejoint c'est génial. Ça rejoint tout le thème de la série. Un truc que j'ai trouvé tellement brillant, c'est que depuis le début de la saison 1, bah ouais, finalement, bref, je suis rentré dans cette pièce, j'ai découvert ce personnage. En fait, tu as accès à la petite voix qu'on a tous dans notre tête, tu vois. Ça réfléchit à 100 à l'heure, c'est en train de checker toutes les personnes, etc. Et je trouve qu'ils s'en servent, mais d'une manière tellement brillante, de dire que bah ouais, en fait, chacun, on a ça dans notre tête. Donc, à chaque fois que toi, tu vis des événements, en fait, toi, tu sais que dans ta tête, ce qui te mène aujourd'hui à être la personne que tu es, bah, c'est des millions et des millions de décisions que tu as prises à la seconde, sur l'instinct, sur le moment. En fait, c'est pareil pour tous les gens qui t'entourent. Et souvent, on a tendance, justement, c'est ce qui mène à des discriminations, à du racisme, je ne sais quoi, c'est qu'on catégorise les gens comme si eux, c'était des bots, des gens qui sont très binaires. Eux, ils sont binaires, moi, je suis quelqu'un de très complexe, mais les autres, c'est tous des gens très binaires, c'est soit des méchants, soit des gentils, globalement. C'est très binaire, tu vois. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant de voir un personnage comme ça qui va même carrément faire des reproches à son ami, et en faisant les reproches à son ami, il se rend compte, en fait, je suis exactement le même gars. Les reproches, parce que souvent c'est ça, tu vas reprocher des choses à quelqu'un, regarde déjà toi en fait, qui tu es, ce que tu fais, ça se trouve tu fais pire en fait. Ça j'ai trouvé du coup c'est tellement malin de jouer avec ces petites voix, le fait qu'on ait tous des petites voix. J'ai fait... Ah ouais, non mais c'est puissant. D'ailleurs, Kian a été interviewé par Hugo de Hugo Décrypte. Ouais. D'ailleurs j'adore son émission. Petite dédicace Hugo Décrypte, je sais que tu nous écoutes. Et du coup, Hugo interview Kian et Kian parle de son père qui disait souvent avant de balayer chez les autres, balaye devant ta porte. Ouais. Donc d'abord occupe-toi de toi avant de t'occuper des autres. Et je trouve ça reprend un petit peu ce qu'on voit en fait dans la série et même ce truc de mal interpréter en fait des fois ce que font les autres. Et je trouve que justement la scène avec son frère, où à un moment donné, son frère, il lui dit, mais attends, c'est quand il lui met une patate, il y a quelqu'un qui met une patate à son frère, il y a tout le truc, et du coup, après, ils arrivent on va dire, à trouver une entente pour parler justement de ce qui ne va pas. Et là, c'est son frère qui reprend toutes les scènes où Kian lui en voulait, et là, il explique, mais non, mais là, c'est pas ça. C'est pas contre toi que je disais ça, c'était pour protéger ma mère. Et là, c'était et là, tu fais, waouh. Et là, j'ai trouvé ça super. C'est exactement... C'est un peu ce qu'on disait au début, c'est ce truc d'interprétation. C'est que des fois, on interprète les choses et on prend les choses pour une affaire personnelle, alors qu'en fait, c'est pas du tout. En plus, c'est ça, ouais. Et on en veut à la personne, alors qu'en fait, elle a été bienveillante. On en veut parce qu'on croit qu'elle est malveillante, alors qu'en fait, elle est bienveillante. Et c'est tellement bien tourné. En fait, je trouve la narration permet de te l'expliquer en fait, de manière très claire. Ouais, voilà, la série, t'es pas paumé. Il t'explique un concept qui est quand même assez complexe parce que globalement, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un des maux de notre société, très clairement. Et il te l'explique d'une manière assez claire. Et je trouve que tu ressors de cette série, au moins, tu as envie de t'ouvrir. J'ai l'impression que comme tu disais tout à l'heure par rapport à Squid Game, où t'en ressortais avec un certain pessimisme, un désespoir. Sur l'humanité. Oui, voilà, c'est ça. Là, je trouve que c'est vrai que cette série, ça te permet même, ne serait-ce que tous les gens qui peuvent être en conflit avec quelqu'un ou quoi, ça peut faire réfléchir en fait. Très mais totalement. Tu peux te dire, bon, ok,
En fait, ça peut te permettre, les réflexions que t'apporte cette saison 2, ça peut te permettre de dire, ok, bah, je prends du recul, parce que ça se trouve, j'ai mal interprété ce que cette personne m'a dit, ou ce qu'elle a fait, parce que c'est plus complexe que ça. Je trouve que cette série reflète totalement ça. Enfin, cette saison, du moins. Ouais, non, c'est vrai. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Non, c'est vrai, c'est... Non, moi, je trouve ça tellement brillant, ça. Non, mais totalement. Et même, bah, tu vois, tu parlais des choix que... Il y a pas mal pareil comme toi, il y avait pas eu... Je pense qu'on a eu pas mal de moments où on se sentait presque concerné par ce qui se passait. Ouais. Et il y a un truc que j'ai bien aimé, moi, c'était sur... Alors, c'est tout bête, hein, mais c'était sur les pleurs. Le fait de retenir ses pleurs. Ouais. C'est ce truc de virilité ou de je ne sais quoi, je sais pas, t'as un mec, bah voilà, tu pleures pas. Et il en fait tout un truc, et j'ai trouvé ça génial, parce qu'à un moment donné, tout ce discours pour après, on le voit en fait pleurer, et limite ça lui permet en fait de mieux accepter ses émotions, et j'ai trouvé que c'était super pertinent en fait. Parce que moi je me suis retrouvé dans ce truc-là, de me dire, bah non, bah, je pleure pas, je suis un gars, tu vois, je suis un mec. Et c'est complètement con. C'est complètement con moi de aussi, se dire ça. Après, dans ma tête, je me dis pas, je suis un gars, donc je pleure pas. Mais c'est vrai que, ouais, je sais pas, moi, j'ai pas cette démarche dans ma tête de me dire, je suis un gars, donc je pleure pas. Mais je me suis moi, déjà retrouvé dans la situation. Ouais, mais je me suis déjà retrouvé dans la situation juste. Je mets pas mon genre, tu vois, en avance pour me dire que j'ai pas envie de pleurer, tu vois, mais j'ai juste pas envie de pleurer devant des gens ou je ne sais quoi, tu vois. Et Ok. Ah, alors que moi, si, c'était vraiment ah ouais, le genre. Ouais. Moi, c'était une histoire de genre. C'est clairement ça. Vu que je suis un gars, bah. Mais ça, c'est le côté. C'est plus ce que je pense maintenant, hein, évidemment. Mais quand j'étais gosse, c'est ce que je pensais. Ouais, je suis un garçon, bah, faut pas que je. Il y avait ce truc-là un peu où ce truc-là de pleurer. Ouais, mais moi je l'ai toujours. Même là devant la série, je l'ai pas regardé tout seul. Du coup, la série, voilà, j'étais en mode, fallait pas. Au moment où c'était un peu émouvant, je chantais. T'as les yeux qui commencent un peu à s'embrouiller. Je contrôlais ma respiration, pour pas faire un. C'est un truc à la con, quoi. C'est vrai que c'est débile de fou. Oui, c'est débile. C'est pour ça que c'est pertinent, je trouve. Mais c'est super intéressant parce que tu te retiens d'une émotion alors que non, ça n'a. C'est bête en fait. Tu t'étais conditionné à te retenir d'une émotion, ça n'a aucun intérêt en fait. C'est sûr. Et j'ai trouvé ça sympa. C'est sympa qu'il le développe. Et au moins de t'apporter la raison pour laquelle ça peut être un problème, cette montée du coup d'agressivité parce que tu contiens des émotions, je trouve ça très... Ouais, totalement. Ouais, voilà. C'est ça. Il y a explosion. Mais je me suis rendu compte aussi, un truc, je voulais te poser la question. Il y a des moments dans la série où justement il explose et où il a des engueulades, notamment au moment des ruptures, hein, que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2, où vraiment ça part en engueulade et où ça gueule, notamment Laura Felpin qui joue Billy, je trouve, elle a certaines scènes, notamment la scène justement où il y a Ben qui arrive, juste avant qu'elle embrasse Kian. Il y a une scène, moi, qui m'a foutu des frissons là, au deuxième visionnage, où tu sais, t'as Ben qui commence à lui faire ah, mais vas-y, c'est bon, t'énerve pas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis là, elle fait mais non, et elle pète un câble. Elle fait c'est pas ça l'amour. Mais elle dit, c'est en furie totale, tu vois. Et je me suis rendu compte que moi, ça m'est jamais arrivé en fait. J'ai jamais explosé de colère. En fait, je me suis même posé la question je sais même pas comment je réagirais. Si un jour on me poussait à bout et que j'explose, je sais même pas si j'arriverais à parler. Je pense que je fuirais, moi, pour éviter de dire des conneries ou je ne sais quoi. Mais ça m'est tellement jamais arrivé. Je me suis posé cette question là tout à l'heure en voyant cet épisode. Et je sais pas si toi, c'était déjà arrivé. Alors, c'est très perso, hein, mais est-ce que, sans nous dire le détail, hein, bien entendu, mais est-ce que c'était déjà arrivé de péter un câble en termes de gueulante, tu vois? Bah, je te répondrai en off, ok. Allez, on va continuer. Ça veut dire que c'est arrivé. C'est arrivé, les gens. Ouais, ne vous inquiétez pas, j'aurai un dictaphone et je rajoute ça en bonus à la fin de l'émission. Je mettrai à la fin de l'émission. Ouais, moi, alors après, ça m'est déjà arrivé, ouais, de m'énerver, ouais, alors, ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. De péter, alors après, de péter un plomb, mais si, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Et d'ailleurs,
ça rejoint un peu... tu vas voir pourquoi je te dis ça. Ça rejoint ça. C'est à la fin en fait, de la saison. J'ai demandé à ma compagne, tu sais, t'as le fameux tips. Kian se demande, mais en fait, c'est bien moi le mec du film. Tu sais, le fameux film. Oui, mais c'est un connard, tu vois. Le fou ouais, rire. Voilà. Déjà, c'est jamais cool quand ton ex-copine donne sa version aux autres, mais quand elle donne sa version au monde entier, puis il a fait un film, t'es le mec. Ah, c'est génial, c'est génial. C'est clair. C'est génial. Et du coup, t'as ce truc-là, il se dit, justement, quand il s'engueule avec Ben et tout, il se dit, mais en fait, oui, c'est vraiment moi le mec du film. Ouais. Et justement, moi, j'ai posé la question à ma compagne. Je dis, mais... Et moi, je suis le mec du film. Est-ce que je suis comme le mec du film Bon, du coup, elle m'a répondu, peut-être que moi aussi, je suis comme le mec du film. Je fais, bon, ça va. Si tu me réponds ça, c'est que ça va. On se pose la même question. Mais du coup, ouais, ce truc de s'énerver autant, ouais, ça m'est déjà arrivé. Et après, c'est quelque chose qui est... Mais t'as honte, en fait, de t'énerver autant. C'est débile, tu vois. En plus, il faut savoir que le fait d'extérioriser sa colère, du moins de cette manière, en fait, c'est pas bénéfique. On pourrait croire que le fait d'extérioriser sa colère, ça te permet de relâcher la pression et tout. En fait, non, c'est faux. Quand tu extériorises ta colère, et d'une manière un petit peu comme on le voit là, en fait, dans le film, ça l'engraine encore plus. En fait, tu l'animes. Ouais. C'est pas comme ça qu'il faut. En fait, faut d'abord se calmer. Voilà, exactement. Moi, je pense, en fait, ça m'est jamais arrivé parce que les moments où ça aurait pu arriver, j'ai tendance à fuir. Et par contre, à revenir une fois que j'ai mais ça, c'est réfléchi, tu vois. Quand je dis péter un plomb, c'est le fait de péter un plomb et presque tu... Après, moi, ça m'est arrivé très rarement, encore heureux. Mais justement, parce que ce que tu dis là, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Essayer d'aller se calmer, de prendre du recul, c'est le mieux à faire, en fait, de se calmer, et après de revenir et d'en parler calmement. Encore faut-il revenir pour en parler calmement. Parce que si tu parles pas de cette rage intérieure, c'est pareil, ça va te ronger après. Ouais, c'est ça aussi. Il vaut mieux dire les choses, mais il faut quand même prendre le temps. En fait, je pense que c'est un mix des deux. Quoi. C'est ça. C'est pas bien de garder trop longtemps les choses, mais il faut pas non plus le dire sous le coup de l'énervement, parce que tu vas dire des conneries. Ah non, mais clairement, ouais. Oui, c'est ça. C'est... Bon, après, ouais. Ah, ça te fait réfléchir. Il faut réussir à se dire aussi que c'est jamais trop tard. Ça aussi, non, moi j'en suis persuadé qu'il y a des fois, il y a des conflits qui durent, et tu dis, bon, maintenant... c'est trop tard, c'est trop... et ça se trouve, les deux parties se disent la même chose, tu vois. Et finalement, je trouve qu'il n'est jamais trop tard, même ne serait-ce que pour aller dans la philosophie d'Alexandre Astier, du coup. Je ne sais plus comment il s'appelle, le psy dans la série. Mais que notamment, il y a des conflits que tu ne dois pas régler forcément pour, par exemple, reprendre contact avec la personne ou arranger les choses, mais tout simplement pour te réparer toi-même, quoi. Donc, Et d'ailleurs, une phrase que je crois que j'ai entendue en interview de Kian aussi. Je crois que c'est ça. Je crois pas qu'il a dit dans la série Bref, mais je l'ai noté, donc je vais quand même la dire parce que je l'ai trouvé très très cool. C'est qu'on n'est pas ce qu'on prétend être, c'est ce qu'on fait quand personne ne peut regarder qui nous définit. Et ça, je me suis fait aussi la réflexion. J'aime beaucoup. Ouais, c'est qu'en fait, globalement, il y a la personne qu'on est quand on est vraiment seul avec nous-mêmes. Est-ce que c'est ça, la réelle personne qu'on est? Parce que même, en fait, c'est dur de réfléchir et de se dire, tu sais, tu prétends être quelqu'un, tu prétends avoir telle ou telle valeur, t'as beau, essayer de philosopher à droite, à gauche. Mais c'est dur, en fait, de se définir, de savoir réellement comment on est, parce qu'en fait, des fois, on se juge sur des actions qu'on n'a jamais vécues, en fait. Et en fait, on a l'impression que dans telle situation, on agirait de telle façon. On les a jamais vécus, on n'a pas du tout ce contexte de vie, donc on n'en sait rien en fait qui on serait à la place de telle personne. Et ça, je trouve ça ultra intéressant parce que c'est ce qu'on prétend être, donc c'est ce qu'on montre à la face des gens. Donc déjà, il y a la personne qu'on montre aux gens, qui d'ailleurs peut être très différente suivant les gens à qui on présente. Moi, je sais que j'ai un comportement très caméléon, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui me connaissent dans un contexte qui, du coup, en fait, me connaissent pas, enfin ils vont me rencontrer dans un autre contexte, ils vont même pas me reconnaître, tu vois. Oui. J'ai tendance à être un peu comme ça. T'as un TDI, après c'est particulier. T'as plusieurs personnalités, donc. Écoute, je voulais pas en parler à l'antenne. Je voulais pas.
Mais je trouve je trouve ça assez. Non, mais je sais que j'ai un comportement très caméléon comme ça, mais même en fait globalement, le fait que rien que de se présenter face à quelqu'un, forcément, tu présentes une image. Quand tu es tout seul avec toi-même, tu es quelqu'un d'autre, j'imagine. Mais même, je pense que tu peux te mentir à toi-même en fait. Même toi-même, quand tu es tout seul, bah, tu n'es même pas toi-même. C'est ça qui est fou. Ouais, mais mais je pense que d'ailleurs, c'est important justement enfin, c'est très personnel, hein, mais de vivre justement un temps tout seul. Ouais. Alors peut-être pour justement savoir qui on est réellement. Ouais. Pendant un temps donné, tu vis tout seul, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, t'es tout seul. Ouais. Et ça te permet peut-être de te recentrer sur toi-même et de savoir ce que tu es ou ce que tu veux être. Et pour le coup, je pense, parce que dans la série, on voit quand ils parlent du Malacompagnax, tu sais. Exact. Mais je pensais même moi qu'ils allaient plus s'appuyer là-dessus, ce qu'il a appuyé avec le Malacompagnax. Il a appuyé sur le fait qu'on finit par faire des rendez-vous où tu te... Ça, putain, c'est un truc que je défends tellement, le fait... Ah oui, avec les visages masqués. Ouais. Oui, bah ça rejoint ce que tu dis là, de toute façon, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tellement connu cette situation que pour séduire quelqu'un, tu te présentes sous un jour qui n'est pas toi, et en fait, ça ne fait que desservir, parce que très rapidement, tu découvres la vraie personne derrière, et c'est que des déceptions, quoi, tu vois. Je trouve ça tellement dommage. Vaut mieux se présenter le plus neutre possible. Enfin, c'est toujours compliqué, forcément, t'en fais toujours un peu plus, forcément, mais ne pas mentir sur des passions, sur des trucs, parce que alors là, tu pars dans un délire. La fameuse théorie de l'olive de Oh I Meet Your Mother, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette fameuse théorie que, par exemple, au premier encart, si sur la pizza il y a une olive et que la compagne, en fait, elle te dit bah, je peux manger ton olive sur ta pizza, et puis toi tu lui réponds oui, mais j'aime pas, donc vas-y, mange l'olive. Alors qu'en fait tu aimes, mais que tu as fait ça par politesse, etc. Bah, en fait, toute sa vie de couple avec toi, elle va croire que tu n'aimes pas les olives, elle va le prendre pour acquis, comme une information acquise, sauf que toi tu adores les olives, mais tu n'oses plus lui dire que tu aimes les olives pour pas lui dire merde, j'ai menti dès le premier rendez-vous, et du coup ça crée, tu vois, tout un truc qui n'a pas lieu d'être. Bah et là, je trouve ça rejoint ça. Ça sert à rien, un premier encart, de mitonner sur telle ou telle passion, parce que ça finira par ressurgir. C'est même je pense, même au-delà des passions, tout ça, je pense soit se brider, soit se mettre dans une relation et en se forçant à être quelqu'un qu'on n'est pas totalement, en se disant ouais, mais si je m'arrange un petit peu de ce côté-là, peut-être que ça va passer, tu vois. Ça va forcément ressortir un jour ou l'autre. Vaut mieux être franc dès le départ, savoir à qui tu as affaire, c'est quoi les conditions, et puis ça passe ou ça casse dès le début, et puis après, ça veut pas dire que ça va réussir par la suite, mais au moins, c'est sûr que ça va échouer si tu caches des trucs. Ben c'est pour ça que je disais ça, le truc de vivre seul. Je pense que des fois, en plus, tu t'en rends même pas compte. En fait, tu te mets dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, hein, n'importe. Mais bon, là, on va parler amoureuse, mais tu te mets dans une relation où, du coup, tu es dans le Malacompagnax. Peut-être autant toi que tu l'es que l'autre, hein, c'est vice-versa. C'est pareil. Mais parce que déjà, en fait, toi, tu sais pas réellement ce que tu veux. Donc, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas qui tu veux être. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, quand tu vas te rendre compte de ce que tu veux, bah, en fait, la personne avec qui tu es, bah, elle ne correspond pas à tes attentes. Mais tu t'es déjà engagé, en fait, tu as déjà commencé. Et c'est normal, ça peut arriver. Mais du coup, ça peut être récurrent si tu n'arrives pas, en fait, à réellement savoir ce que tu veux faire, ce que tu veux être, du moins. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est important d'être tout seul. Pour au moins essayer d'apprendre un peu à se connaître, ça c'est clair. Parce qu'en plus, ce qui rend le tout ultra complexe, c'est qu'aussi on est une génération du choix. Avec nos applis de rencontres, etc., on a l'impression d'avoir un choix complètement démesuré. Et du coup, on est toujours en quête de la perfection. Et justement, c'est encore une séance avec Alexandre Astier qui dit, mais en fait, tu cherches la femme parfaite, la femme du poteau. Tu sais, la femme du poteau. Ah oui. Ça m'a fait marrer le clin d'œil du coup à Bref, parce que le gimmick de Bref, dès le début, le premier épisode, je crois, quand il drague Sarah, tu sais, dans le tout premier épisode de Bref, il y a le fameux truc, je suis allé à une soirée, j'ai vu une femme, elle était magnifique. Elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, j'ai baissé les yeux. Il y a un truc comme ça qui était devenu ultra culte, quoi. Et là, ils refont la scène. J'ai croisé cette femme dans la rue, il y avait un poteau, elle m'a pas regardé, je l'ai pas regardé, elle m'a pas regardé, je l'ai pas regardé.
J'ai trouvé ça trop drôle. Et c'est vrai que du coup, il a balancé tous ses fantasmes sur cette femme qu'il ne voyait pas totalement. Sauf qu'il serait passé une seconde avant, il l'aurait vu. Et du coup, ce ne serait pas devenu un fantasme. Et est-ce qu'on n'est pas tous, en fait, cette illusion de choix qu'on a, on est tous en quête de la femme parfaite, de l'âme sœur, enfin la femme ou de l'homme, ou la personne parfaite. Et du coup, on va s'arrêter sur des détails. Sur des trucs à la con, comme si en plus nous-mêmes en fait on était parfaits, qu'on est qui pour estimer il y a ce truc là, le fait d'avoir le choix, on a l'impression que oui, d'ailleurs Astier lui dit il dit mais toi tu t'es vu, il dit c'est ça. Tu crois que la femme parfaite elle est là en train d'attendre un 40 bedonnant. C'est clair. Oui, mais c'est exactement ça. Mais c'est ça. Oui. Mais c'est ça toute la complexité, c'est qu'il faut pas se mettre avec quelqu'un en se contraignant, en se bridant, mais en même temps, il faut pas non plus jouer le mec ultra. Voilà. C'est pas évident en fait. Oui, exactement. Tu as tout dit. Hein. C'est ça qui est dur en fait. Il est où le niveau en fait de. Faut pas se retrouver dans une relation qui va être toxique, mais en même temps tu peux pas viser une relation parfaite, tu peux pas en fait faut pas viser une relation qui est idéalisée. Tu es avec une personne, il faut que tu acceptes la personne telle qu'elle est avec ses défauts. Après il faut que la personne justement monte ses défauts, d'où l'idée du visage masqué. Donc, et toi aussi en fait en tant que personne il faut que tu montes tes défauts, c'est comme ça, il faut que la personne accepte les défauts, que tu acceptes les défauts de l'autre, mais c'est vrai que c'est difficile en fait. C'est difficile de... on en revient au truc des choix. Hein. Difficile de faire un choix. Parce qu'en fait, quand tu fais un choix, tu prends un risque. C'est forcé, en fait. T'es obligé de prendre un risque. C'est obligé, c'est vrai. Mais c'est vrai, maintenant que nous, on est un peu plus de trentenaires, on va dire, c'est vrai que quand tu regardes derrière toi, globalement, les choix qui ont façonné ta vie, même les choix... tu vois, moi, notamment, un des choix qui a fait basculer ma vie, c'est, par exemple, des choix d'études, trucs comme ça. Ouais. Même si du coup je peux regretter moi des chemins d'études que j'ai fait parce que je me dis j'aurais peut-être mieux été dans tel ou tel cursus, finalement tu vois j'ai rencontré des gens dans tel cursus qui aujourd'hui tu vois genre des gars comme toi ou d'autres tu vois tu te dis ouais en fait je ferai les mêmes choix pour rencontrer les mêmes personnes, donc même des choix qui n'ont peut-être pas été les bons à des moments en fait ça se trouve tu referais les mêmes pour donc ça qui est ouais qui est... Oui, et ça me fait penser à un truc, c'est même des fois en fait, tu penses avoir fait le bon choix, et je trouve que c'était justement extrêmement touchant. À un moment, Kian, enfin un jeu dans la série. Du coup, c'est le seul, parce que par exemple, t'as eu son frère Kevan, il a son vrai blaze. Kairon aussi, il a son vrai blaze. Il y a plein de personnages qui ont vraiment leur blaze parce qu'à la base, ils pensaient pas que ça allait avoir autant de succès, donc ils sont. Parce que c'est une technique. Ah oui, j'ai vu ça aussi dans une interview qui est trop cool. Je crois que c'est Cannes aussi qui en parle de ça, qui disait que ça c'était une anecdote de Will Smith. Quand Will Smith il a débuté sa carrière, c'était dans Le Prince de Bel-Air, une sitcom américaine, et fallait trouver un nom au personnage. Puis on a dit Will, en fait ton personnage on va l'appeler Will, parce que comme ça si la sitcom a cartonne, les gens ils sauront que t'es Will, ils connaîtront ton blaze en fait. Et ça, je trouve ça tellement malin. En vrai, oui. Oui, c'est un délire. Je sais qu'il y avait beaucoup de rappeurs qui utilisaient cette technique. Je sais pas si tu te souviens des morceaux du début des années 2000 où à chaque fois, dans les morceaux, il y avait Sopran Baba. Ils disaient leur blast, psychiatre de la rue. Ils disaient le blast dans les morceaux. Parce que tu kiffais un son, tu savais automatiquement qui c'est qui l'avait chanté. Ouais. Et du coup, que dans une série de fiction, il y a des gens qui aient leur vrai blast. Et à l'époque, c'est ça qu'il faut remettre à l'époque de Bref. C'est qu'ils avaient zéro budget, les mecs ils n'étaient personne, ils ont monté des pilotes, des épisodes pilotes, ils les ont proposés à Canal+, ils ont dit ok on va faire un essai, mais voilà c'est ça les cartouches qu'ils avaient, donc autant essayer de placer plein de potes, parce qu'ils disaient que la plupart des acteurs qu'on voit maintenant dans la saison 1 c'était des humoristes qui faisaient des scènes avec eux, parce que Cannes il faisait des spectacles etc, et du coup c'était des humoristes qui étaient potes avec eux, enfin voilà tu vois, et du coup ils ont même je crois qu'au début de Bref, ils rentraient même pas dans leur budget, ils se payaient pas, etc. Mais ils étaient pas là pour ça. On est là pour lancer des carrières potentiellement, de faire une reconnaissance. On est là pour ça, on compte pas du tout gagner de l'argent, on compte pas là-dessus. Il vaut mieux mettre l'argent qu'on gagne dans des moyens pour la série, tu vois. Et je trouve ça trop intelligent. Non mais oui, trop. Et oui, quand il y a un moment donné... il trouve quelqu'un qui semble lui correspondre. Justement, c'est la première fois, je crois, qu'on voit cette métaphore de la voiture.
où Oui. tu vois, bah voilà, ils créent leur voiture ensemble, ils créent leur petit chemin de route ensemble. Et d'ailleurs, en termes de manipulation, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que il y a la scène finale de l'épisode 3 où son père décède du cancer, où il y a le truc de cet hôpital, c'est le pire endroit de ma vie, mais quelques années, ce sera le meilleur. Et tu vois qu'il sort de la voiture, et il y a une femme qui a un masque de cheval et qui est en train d'accoucher. Et tu comprends que du coup, il va être papa. Et juste derrière, et ben en fait, il y a la scène où il arrive au speed dating en décidant de ne pas voilà. raconter de ne pas mettre de masque. Et du coup, direct, tu penses que c'est elle, la Moser, quoi. Tu dis c'est elle. Mais voilà. Et je trouve ça très bien pensé. Voilà, et du coup, j'étais persuadé que moi, ça allait être elle. Et le moment où, en fait, où elle va se rendre compte que le film de son ex, c'est lui. Ah ouais. Et que du coup, il y a tout ce truc qui va se faire. Et lui, il commence à mentir. Et du coup, on revient sur la voiture. Mais j'avoue, par contre, il se retrouve dans une situation. Je sais même pas ce que j'aurais fait en fait. Parce que ta nouvelle copine où tout se passe parfaitement, elle t'annonce que son film préféré, c'est ce film-là. Elle te dit que c'est son film préféré parce que ça lui a permis d'ouvrir les yeux sur son ancienne relation toxique et qu'elle a largué son ex pour ça. Et elle lui dit ça. Et lui, je sais même pas. Oui, comment tu réagis quoi. Forcément, tu vas être tenté de. D'accord. Ouais, okay. Là, tu comprends en fait. Il est dans une situation horrible en fait. Alors que non, il aurait dû en parler et dire qu'il a changé, tu vois. Ouais. En fait, c'est ça peut-être la leçon à retenir, c'est qu'on change. Il est jamais trop tard. Et ça, il a eu peur, je crois. Voilà, c'est une émotion. Il a eu peur. Et il a préféré mentir, s'enfermer et du coup redevenir l'homme du film. Alors que justement, pour plus être l'homme du film, il faut juste dire que tu as changé. Et je pense que les gens sont très sensibles au changement en plus. Je pense qu'on est globalement, ça dépend de ce que tu as fait, hein, bien entendu, mais quelqu'un qui semble sincère dans le changement, tu as envie de lui donner une seconde chance, je pense. Là, je pense qu'à ce moment-là, il aurait tout expliqué, en expliquant qu'il avait changé. Alors, c'était pas le cas, puis pour le coup, il n'avait pas encore changé, il n'avait pas encore pris conscience de tout ça, mais c'est ce qu'il aurait dû faire, finalement, tout bêtement. Je suis en train de me poser la question, mais c'est ce qu'il aurait dû faire, et je pense que elle aurait pu accepter. Peut-être, ouais. Mais justement, cette scène-là, je trouve qu'elle est tragique. Moi, ça m'a touché. Je trouve qu'elle est c'est dramatique parce que là, on parle des choix. Il avait enfin réussi à trouver quelqu'un, un machin, tout était bien parti. En fin de compte, ça s'est cassé la gueule. Et du coup, j'ai fait mais non, le pauvre, le mec, il a perdu son père. Maintenant, ça. En fait, il va au fond. Il creuse. Il est en train de creuser. Ça tombe quoi. Il creuse. Et du coup, j'ai fait. Alors qu'en fait. Ce qu'on pourrait voir comme dramatique, ça l'est à ce moment précis, mais à la fin, du coup, il va se retrouver avec sa colocataire, quoi. Et en fait, c'est un mal pour un bien presque. Tu te dis des fois, tu fais des choix. En fait, mais c'est le fameux truc, c'est que peu importe le choix que tu fais, cette métaphore de la sortie d'hôpital, c'est que peu importe le choix que tu fais, même s'il y a un choix, un moment ou un événement de vie, t'es au fond du trou. Ça se trouve, c'est au même endroit que tu vas vivre le meilleur souvenir de ta vie. C'est ça, je trouve, la leçon à attirer. Et c'est vrai, en fait. Ça, même quand tu es au fond du trou, il faut juste penser que là, tu y es. Mais vas-y, il faut remonter. Tu vas remonter petit à petit. Et un jour, tu regarderas derrière, justement, au même endroit. Et tu te diras, oui. Ouais, et puis puis voilà. Puis après, des fois, les échecs, ça de leçons un petit peu. Donc, il y a justement quand Hugo Déry t'a interviewé à Cannes, j'ai noté moi aussi il a dit quelques petites punchlines quand même, Cannes. Et il a sorti un truc que j'ai bien aimé. Il dit que tout le monde est un loser avant d'avoir gagné. Et il s'ensuit une autre punchline où il dit que généralement en fait on s'attarde sur le succès. Alors qu'en fait, c'est pas sur le succès qu'on devrait s'attarder, on devrait regarder le chemin parcouru. Je trouve ça assez intéressant. Ça rejoint du coup le fait qu'on est tous, à un moment donné, un loser. Mais après, c'est que la vie est un cycle en fait. C'est irrégulier, c'est qu'il y a des moments où tu auras des gros échecs et des moments de joie. Et puis un truc aussi, un truc qui rejoint ça et qui est très intéressant, je trouve, c'est que
tu peux aussi rencontrer des gens qui sont sur la pente descendante et il faut savoir accepter que quoi que tu fasses, tu ne pourras pas les aider. Et on le voit notamment avec son ami Ben, qui est ultra toxique vis-à-vis de Billy. Et tu sais, lui, comme Kian, il vient de prendre conscience de quelque chose, qu'il était à peu près comme lui. Il se dit, j'ai juste à lui expliquer, et puis il va comprendre. Et puis tu sais, il commence à lui expliquer, et puis son pote, il fait, j'ai pas le temps là, j'ai pas le temps. Et parce qu'il y a aussi ce truc que des fois, il y a des moments, il faut aussi accepter qu'il y a des moments où c'est pas le bon moment. Il y a des gens, et il y a une phase pour tout aussi. Et c'est pas parce que toi tu comprends quelque chose à un moment de ta vie que tout le monde doit comprendre, d'avoir l'éclair de génie au même moment, tu vois. Et du coup, accepter aussi que ça puisse prendre du temps chez certaines personnes et ne pas juger. Et ça rejoint un autre truc qui m'a bien fait réfléchir, que je trouve ultra intéressant. Parce que je trouve ça... Il appuie pas tant que ça dessus, je trouve, dans la série, alors que je trouve que c'est très intéressant. Parce que ça explique pas mal même de divorce ou trucs comme ça. Il en parle avec son ami. Il se pose la question, en fait, c'est mon meilleur ami, mais si je le rencontrais aujourd'hui, est-ce que ce serait mon meilleur ami ? Il fait, moi c'est mon meilleur ami parce qu'on s'est rencontrés au lycée, et puis c'était le mec ultra cool qui m'a fait vivre plein d'aventures, etc. Donc tu le connais depuis des années, mais ce mec-là a totalement changé. C'est plus du tout le gars que tu as rencontré il y a 20 ans. Et du coup, je trouve que ça pose des questions, en fait. C'est vrai. Mais du coup, même dans un couple, tu vois, il y a beaucoup de gens qui divorcent, etc. Mais oui, en fait, des gens, quand il y a 20 ans qui passent... Enfin, tu te rappelles, toi, il y a 20 ans, mais t'étais pas du tout le même gars. Donc, des fois... Mais tu changes, ouais. Non, mais je trouve que ça explique beaucoup de choses, plutôt que... Même ça peut aider à, justement, pareil, à résoudre des conflits, de se dire, aujourd'hui, tu te fais la tête pour des choses, mais juste, en fait, c'est juste des chemins qui sont séparés parce que vous avez évolué chacun de votre côté, vous êtes devenus des personnes différentes, et il faut juste pas en vouloir à l'un ou à l'autre, c'est juste toi-même. Enfin, moi, c'est tout le monde qui, peu importe l'âge que vous avez, regardez la personne que vous étiez il y a 10 ou 20 ans, et voyez le chemin que vous avez parcouru, et les personnes que vous n'êtes plus du tout les mêmes, et je trouve ça ultra intéressant, et de se poser la question, même des amis que tu as gardés pendant 20 ans, de se dire en fait qui on était à l'époque, qui on est maintenant, quel chemin on a parcouru, est-ce qu'il y a... Bref, je trouve ça assez intéressant comme introspection même sur soi-même et sur ses relations, de se dire putain. Et puis du coup aussi ça sert à pardonner, je pense, même à des gens, tu vois, où ça s'est mal passé à un moment de ta vie, tu revois la personne 10 ans plus tard, c'est plus la même personne en fait. Donc après tu peux faire des choix de manière totalement neutre, j'ai envie de dire, tu vois, c'est plus la même personne. Ouais. Non, mais ça, totalement. Le fait qu'on change, ça... C'est pour ça, déjà, de savoir ce qu'on veut. Tu te rappelles quand on s'est rencontrés, nous, c'était quoi ? On avait calculé combien de temps on s'était rencontrés ? Parce que je crois que c'est en 2026 qu'on va fêter les 20 ans. Non, ça fait 18 ans, c'est ça, on est majeur, mec. En septembre, mais on est majeur depuis septembre de cette année 2024, fin 2024. On est devenu adulte. Ça fait 18 ans, mec. Et imagine, quoi, la première fois qu'on s'est rencontrés en salle de cours, là. Ah oui, c'était pas... Ouais. Imagine qui on était à cette époque-là. On était des branleurs de ouf, quoi. Totalement. C'est un délire, je trouve. Surtout qu'en plus, je trouve qu'entre 10 et 30 ans, il y a quand même des... Ouais. Déjà, il y a des... On change constamment, c'est pas ce que je veux dire. Mais déjà, entre 10 et 30... Enfin, surtout entre 10 et 30 ans. Ouais. Enfin, il y a vraiment une phase d'évolution qui est assez... oui, tu découvres la vie active, tout simplement. T'imagines, on était au lycée. On était au lycée, mec, on vivait chez nos darons. Normal qu'on ait évolué depuis, tu vois. Non, mais c'est... Oui, il y a trop de facteurs, en fait, qui font que tu changes, ouais. Ah ouais. Il y a trop. Mais même les métiers... Ouais. Même les métiers, le boulot que tu fais. Bien sûr. D'ailleurs, je trouve que là, il en parle même dans la série aussi. Il fait un truc sur le boulot, le fameux magasin de jouets. Il fait exactement les mêmes tâches que dans son ancien taf, sauf que il trouve ça cool aujourd'hui. Et ça, moi, de son, je l'ai toujours défendu. Enfin, après, il y en a qui sont très carriéristes, qui pensent à gagner beaucoup d'argent, blabla et tout. Moi, le but principal, c'est juste tous les matins, quand tu vas au taf, tu sois globalement content d'y aller, en fait. Ne pas y aller à reculons. Ouais. Moi, j'ai vécu des périodes où j'allais au taf, limite, j'avais envie de chialer en roulant en voiture le matin pour y aller, tu vois. Alors, je savais que c'était des tafs qui étaient temporaires, donc ça va, tu vois. Mais
j'ose même pas imaginer, une fois que tu es bloqué dans un taf que tu détestes, avec des gens que tu détestes, des patrons qui te mettent une pression, je ne sais quoi. Moi, j'aurais pas pu, tu vois. Je pense que j'aurais continuellement échoué jusqu'à trouver. Je pense que ça aurait été ça. J'ai eu de la chance finalement de trouver moi un taf qui m'a plu assez rapidement, mais. Ah, c'est important aussi. C'est important aussi. Après, c'est toujours pareil, c'est pas facile. Et ça demande de faire des choix, justement. Des fois, tu es obligé de prendre des gros risques, justement, pour faire ce qui te plaît. Ouais, bah c'est ça qui est dur. Moi, je sais que j'ai déjà parlé à pas mal de gens qui n'aiment pas du tout leur taf, mais bon, bah il y a une réalité économique, il y a de l'argent à ramener tous les mois, etc. Et du coup, c'est une peur de quitter ce confort, par exemple, d'avoir un CDI, même si le métier ne te plaît pas, mais tu as un CDI. Bah, c'est risqué hein, de faire le choix de changer de carrière ou d'aller ailleurs, tu vois. Alors, faut pas non plus prendre des risques complètement débiles et déraisonnés. Hein, oui, c'est ça. Mais c'est la mesure qui est difficile à trouver, je trouve. Oui, bien sûr. Entre est-ce que c'est des risques totalement irraisonnés ou c'est des risques... Parce que ça pareil, tu sais, les mecs à la crise de la quarantaine qui font flipper le foyer parce qu'ils décident d'avoir une lubie. J'ai envie de devenir je ne sais quoi. Il change complètement de carrière. Ah, mais ça se trouve, ça va nous arriver. Ah, bah c'est possible. Hein. La lassitude. C'est pour ça, il pourrait revenir dans 10 ans avec toute la quarantaine, de toute façon, une fois qu'il est ouais, grand, c'est etc. pas fou, il y a des choses à raconter, de toute façon. Hein. Et moi, j'aimerais bien voir son personnage évoluer toute sa vie. Je trouve l'idée très cool, moi, là-dedans. Ouais. Et puis là, je trouve qu'à la fin, justement, quand il commence à se mettre... quand il trouve la femme de ses rêves, tu te dis... Enfin, si c'est la femme de ses rêves, peut-être que c'est pas le cas. Hein. Il y aura des surprises. Ça se trouve, ils vont casser dans 2 ans. Hein, ça se trouve. Mais déjà, t'as l'impression qu'il sait où il va. Déjà, lui, il est en paix avec lui-même, déjà. C'est déjà la grosse étape, quoi. Il est en paix avec lui-même. Il semble l'être, du moins. Et du coup, il part sur une autre aventure, quoi. C'est ça. Mais... de toute façon... Ça prend plein de réflexions que je trouve qu'il a réussi à pousser pour te faire réfléchir, justement, de façon introspective. Mais c'est des trucs, c'est des banalités de la vie, en fait, en vrai. Tout ce que tu vois, en fait, c'est ce qu'on vit tous, quoi. C'est juste, il vit sa vie, et puis voilà, quoi. Mais ça te permet de, je sais pas, il y a un côté... Là, depuis une sorte d'identification, ce personnage, pour ça j'espère qu'il n'aura jamais de prénom, parce que ça reste jeu, c'est un peu comme dans le jeu vidéo, tu sais, avec Link. Ça représente le lien entre le joueur et le truc. Des fois, c'est bien qu'il y ait des personnages qui servent un peu de réceptacle. C'est Monsieur Tout le Monde. Globalement, lui, c'est Monsieur Tout le Monde. Alors, on a tous vécu plus ou moins les mêmes émotions. On arrive toujours à se rattacher, je pense, à un événement de la série, un événement de sa vie. Et pareil, tu reconnais des gens dans des personnages. C'est ça qui est très, très fort. Moi, le personnage de Baptiste Le Caplin, alors je sais plus comment il s'appelle, celui qui devient dans la saison 1 c'est Super Coloc et dans la saison 2 c'est Super Papa. Ça, c'est très drôle. Le mec ultra romantique qui propose au bout d'une semaine de partir en vacances, je sais pas où. Oui. Ça me fait penser à des gens que je connais, tu vois. C'est très drôle. Ou le personnage de Dedo, qui... D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il devient. Parce qu'il y a des acteurs, du coup, qui étaient très populaires à l'époque. Parce que Dedo, tu sais, c'était le hard rocker dans le Jamel Comedy Club. Je sais pas si tu te souviens de cette époque-là. Oui. Je sais pas ce qu'il devient. Je l'avais pas vu depuis un moment. Et du coup, c'est très kiffant de le revoir. Et je l'ai revu dans la saison 1. Et je trouve ce qui est très drôle, c'est que dans la saison 1, il y a tout un épisode concept autour de lui où c'est son ami sous condition. Parce que c'est toujours un mec qui fait ah non, mais je t'adore. Enfin, enfin, en fait, ça veut dire enfin. Et il y a plein de conditions. Et du coup, là, ils en parlent vite fait, mais c'est très rapide. Ils développent beaucoup moins, mais du coup, c'est cool de voir que c'est toujours le même gars. Il a toujours les mêmes tics. Moi, ça m'a fait rire du coup à l'inverse, de quand j'ai maté du coup les épisodes de la saison 1 et de le voir faire enfin. Je fais ok. Le fameux tic. Oui. Ouais. Non, mais les personnages de toute façon ils sont attachants et puis ça, non, c'est beau, voilà, c'est une belle œuvre, c'est une belle œuvre. Non, et puis c'est une œuvre française, donc c'est cool aussi. Oui, en plus, on a envie d'en avoir plus comme ça, que ce soit en termes. Moi, je trouve que c'est sur la forme et le fond. Moi, c'est un vrai coup de cœur que j'ai eu l'année dernière. Tu te rappelles, on avait fait. Est-ce que tu sais l'émission, la série, je me rappelle même plus, Vortex.
avec Thomas Sisley. Oui, on avait fait la blague, c'était la première émission de l'année, on a dit est-ce que c'est pas déjà la meilleure série de l'année? Mais là, pour le coup, bref, moi, ça fait longtemps que j'avais pas été aussi touché devant une série qui m'avait autant agrippé, et que c'est pas juste de l'émotion, j'ai pas juste été touché, c'est j'adore, j'ai beaucoup ri. Moi, les scènes, je te l'ai envoyé en photo quand il joue le Jacouille la fripouille là, dans sa famille, mais j'étais mais mort de rire à chaque fois quand il bouge là. Et donc j'ai vraiment ri à plein de moments. Mais j'ai pleuré, mais j'ai aussi réfléchi. Je trouve que c'est un mix qui est quasi parfait. Et un truc que j'aurais tellement voulu vivre. C'est pour ça aussi, il y a beaucoup pas de rumeurs, mais d'incitation à dire qu'en gros, la saison 3, il n'y a pas de saison 3, ça soit un film. Qu'en gros, ils aient fait le petit postiche tranquille sur Canal+, avec des épisodes de 3 minutes. Ensuite, la série avec des épisodes plus longs. Et ils concluent avec un film au cinéma. Et je t'avoue... ils ont fait la projection des 3 premiers épisodes au Grand Rex à Paris, c'est pour l'avant-première, blabla. Et les 3 premiers épisodes, en fait, j'aurais kiffé les voir au cinéma. Ils disaient, ils ont été ultra touchés, tous les moments ultra touchants, parce que comme c'est très surprenant, c'est ça qui est fort, c'est que moi, je m'attendais pas à me faire prendre comme ça au niveau de l'émotion, parce que ça te chope d'un coup. Mais aussi les moments, et apparemment dans l'épisode 3, c'est l'épisode là, du cancer, mais c'est tout l'épisode où il y a toute la phase de l'académie justement des oncles, et apparemment c'était la folie totale niveau tout le monde rigolait dans la salle, enfin à un moment c'était un vrai moment où les blagues se succèdent à un rythme, tu sais, il y a que des phrases de beauf une par une, et j'aurais voulu vivre ce moment de cinéma où il y a toute cette phase, ça dure au moins 6-7 minutes non-stop, où ça enchaîne, c'est que des blagues de beauf bien grasses, etc. Et ça se conclut avec l'oncle qui voit que sa blague fait pas rire le père, il fait non, je vais aller au WC. Et il chiale dans les WC. Et là, mais j'aurais voulu vivre ça au cinéma, moi. De voir une salle qui est euphorique, tu sais, tu l'as vécu, ça, les salles où il y a de l'euphorie, où il y a une énergie, et d'un coup, on vient te coucher, là, on vient te mettre un coup de lapin derrière la tête, la salle il n'y a plus un bruit. Ça, c'est des moments de cinéma. Ouais. Ah ouais. Et du coup, je me dis, putain, pour conclure le truc, s'ils veulent conclure avec un film au cinéma, c'est vrai que ça ferait le truc. Ou alors, est-ce qu'ils vont faire une trilogie comme Kaamelott? Ouais. Mais en plus, pour le coup, il y a vraiment tout sur ces 3 épisodes. Parce que tu as autant ce côté-là où il y aura du coup les rires communicatifs en plus, donc tu vas rire encore plus que ce que tu ris déjà devant ta télé, parce que tu as tout le monde qui rigole, donc c'est plus puissant, la scène que tu dis là aussi, et le fait qu'en plus cet épisode 3, le côté un peu Starship Trooper aventure, mais au cinéma, mais c'est une dinguerie, le son et tout, tu regardes un blockbuster quoi. T'as tout en fait dans un film, t'as tout, tu rigoles, t'as de l'aventure, t'as de l'action, et j'avoue donc ouais, pourquoi pas, au cinéma, ça pourrait être... Voilà, on vous l'a dit en premier sur Au coin du feu, vous savez. Ouais, puis on se trompe rarement, sachez-le. Et puis alors, un autre truc, j'ai écouté une interview, moi, de Navo, et j'avoue, je me suis pas mal reconnu dans Navo, parce que du coup, moi, je me suis toujours posé la question, je sais que c'est un duo, mais depuis le début, ils travaillent ensemble, c'est un duo. Sauf que Kian est beaucoup plus mis en avant que Navo. C'est Kian qui fait des one-man shows, c'est Kian qui est le héros de Bref, c'est Kian qui... Tu vois, je me posais la question, moi, justement, mais comment ils vivent? C'est très dur, des duos déjà qui tiennent dans le temps, quand tu rencontres le succès. Et même, au-delà que ça tient, c'est comment ils cohabitent, en fait, là-dedans. Et ce que j'ai trouvé génial dans l'interview de Navo, c'était chez Fabien Olicard, d'ailleurs. Très malin, Fabien Olicard, interview très marrante à écouter, parce que je crois qu'elle date d'il y a 1 an. Sauf qu'au moment de l'annonce de Bref 2, il a rajouté dans le titre « Interview de Navo, Bref, saison 2 ». Et du coup, sa vidéo est remontée dans l'algorithme de YouTube. Et du coup, c'est très marrant, parce que du coup, dans cette interview, il pose des questions sur est-ce qu'il y aura un jour une suite de Bref? Et Navo, il fait, alors qu'il était déjà en train de travailler dessus, du coup, il y a 1 an, il fait c'est pas dans les plans et tout, mais bon, si un jour on sent qu'il y a l'envie, pourquoi pas. Il fait à l'époque, on a parlé de pourquoi pas un truc au cinéma, ce qui tease le dernier épisode de la série à la télé de la saison 1. Kian, à la fin, il est au téléphone et il fait non, mais j'arrive là, je vais arriver au cinéma.
Et ça se concluait comme ça, la série Bref. Et du coup, beaucoup avaient fait des théories à l'époque, comme quoi ça partirait au cinéma. Et ils disaient, bah ouais, en fait, à l'époque, c'était vraiment le sens de cette phrase. C'est qu'on s'imaginait vraiment avoir un film au cinéma Bref. Mais finalement, en fait, on n'avait pas assez d'idées, on n'avait pas assez de choses à mettre dedans, donc c'était pas le moment en fait de faire ça. Et, voilà. Et du coup, c'est marrant de voir un an plus tard que du coup ça sort en série, donc c'est très drôle. Et du coup, Navo, il expliquait, en fait, lui, ça lui convient totalement d'être un homme de l'ombre. Il adore créer. Alors il dit en plus c'est quelqu'un qui adore ne rien faire. Il joue à beaucoup de jeux vidéo, il regarde beaucoup de films, de séries, etc. Il fait, en fait, c'est vraiment mon plaisir dans ma vie, en fait, de faire ça. Il fait donc, moi, vraiment, hein, si j'avais pas un collectif autour qui me faisait bouger pour me pousser à créer, moi, je peux passer 6 mois en pause, hein, juste à me reposer, tranquille. Il fait, j'adore. C'est ça, moi, la vie. Hein. Et du coup, c'est les autres donc comme Cannes, qui sont plus énergiques, qui veulent faire des projets, qui le poussent à faire ça. Mais c'est quelqu'un, et là où je me suis beaucoup reconnu là-dedans, c'est quelqu'un que par exemple il adore écrire, il adore créer, mais il s'imagine absolument pas, par exemple, aller faire un one-man show et le faire 100 fois. Parce que c'est ça aussi, souvent on n'en parle pas des artistes qui montent sur scène. Le spectacle que toi tu vas aller voir un soir et que tu vas trouver ça très drôle, etc. L'artiste qui joue devant toi, il va le jouer 100, 200, 300 fois par an. Hein. Je parle par an, donc... Et ça aussi, c'est un truc, ceux qu'on voit devant l'affiche, il faut être fait pour ça. Hein, parce que moi, je pourrais absolument pas. Moi, tu sais, à l'époque, je faisais un peu de musique et je m'étais toujours dit, mais moi, si un jour je deviens connu, je sais pas quoi, je me vois pas en fait faire plein de concerts en chantant toujours les mêmes chansons. Ouais. À la limite, je serais plus genre à la Mylène Farmer où tous les 5 ans, je fais 3 concerts, je remplis 3 stades de France, je fais un putain de show, mais c'est tout, quoi. C'est tout, les gars. Moi, j'aurais 3 représentations. Et encore 3 représentations. Ça commence à être répétitif, tu vois. Et Navo, il disait, c'est exactement ça. Il fait, moi, en fait, j'aime travailler une partie de ma vie sur un projet. Et ensuite, je l'offre au public. Et en fait, c'est là où je prends ma satisfaction. Le produit, il est fini. Je vous le donne. Que ce soit une série ou que ce soit un spectacle, parce qu'il est écrit pour d'autres comiques, etc. Il fait, après, c'est d'autres gens qui vont défendre le truc. Il fait, globalement, en fait, je m'en fous après que les gens, en fait, ils savent même pas que c'est moi qui ai écrit tel truc et tout. Il fait, moi, je le sais, en fait. Donc, quand les gens ils kiffent un spectacle, même s'ils savent pas que c'est moi qui l'ai écrit, moi je sais que c'est moi qui l'ai écrit, donc je suis content en fait. Et Okay. J'ai adoré en fait cette façon de voir les choses. Et je pense que c'est une des recettes de leur cohabitation artistique. Après je dis ça parce qu'ils vont se séparer dans 2 jours, mais voilà, j'ai beaucoup aimé en fait cette phase qu'on n'entend jamais. Cette partie, on interroge toujours les artistes et tous les gens de l'ombre qu'il y a derrière, on les entend jamais. Oui. Et alors que souvent il y a des gens qui apprécient justement ce côté de l'ombre et puis même d'être moins reconnu, d'être moins. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, après en plus des fois le fait d'être célèbre, ça peut être un peu assez lourd parfois, quoi. Oui, c'est clair. Lui, clair. Bon là avec ce qui se passe, je pense que. Non, il y a un petit coup de popularité qui va monter pour lui pas aussi. Autant que Cannes. Voilà, c'est ça. Cannes, il est vraiment sous le feu des projecteurs. Là, nous, Navo, tu vois, on se renseigne parce qu'on va aller gratter des interviews, des documentaires. Le grand public, il fait pas ça. Donc, oui, c'est vrai que même on ne le voit pas sur la saison 2, oui, c'est vrai. Tu le vois oui, parce qu'on le voit apparaître en saison 1. Il joue le personnage. Je crois que c'est... comment il s'appelle ? C'est Yacine. Mais il a une apparition très rapide, non ? Ouais, c'est ça. Mais pas un truc dans un pot, je sais pas quoi. Oui, mais c'est ça. C'est Yacine. Il joue le personnage qui est. C'est dès que j'ai envie de mettre quelque chose à plus tard, je le donne à. Ah oui, c'est ça. Il donne du coup à Yacine. Alors je sais plus comment c'est son nom de famille. C'est un humoriste aussi. Et il dit, mais le problème c'est que remettre à plus tard le remet toujours à jamais. Et à jamais, c'est Navo justement. Ouais, ok. Ouais, c'est pour ça. Ouais, oui, il se. Et c'était très intéressant parce que je sais pas si tu as vu au tout début les petits clins d'œil qu'ils font, c'est très drôle. Au début, il dit qu'est-ce que ça fait d'avoir 40 ans ? Puis il dit plein d'exemples, et que tel épisode, genre les Simpsons, ils ont 33 ans. Daft Punk, il a 29 ans. Un truc comme ça, il dit des trucs comme ça. Donc ce qui est très drôle, c'est qu'il avait déjà fait ça dans la saison 1, mais genre il y avait 10 ans de moins du coup. Mais il fait la même chose. Et oui, il parle que quand il va regarder un film, au lieu de regarder de nouveautés, il préfère regarder 10 fois le même film, tu vois. Et il tape sur Fight Club sur Disney+. Et un truc très très drôle, c'est qu'ils ont fait une Fight Club dans la saison 1.
Mais non. Mais en plus, t'as dû le voir comme t'as vu les 20 derniers épisodes. Le personnage de Chiron. Ah oui, 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 tout à fait. Oui, oui, je vois Le ce que tu personnage veux de dire. Chiron, Le cliffhanger. c'était une putain de surprise parce qu'il a été toujours là depuis le début, Chiron. Et c'est l'avant-dernier épisode, je crois, en plus. Hein. Ils avouent qu'en fait, c'est un personnage dans sa tête aussi, Chiron. Et j'ai fait, c'est trop drôle. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme, ouais. Ah, ouais. Et alors, un truc, je sais pas si t'as remarqué, que moi, quand je me suis retapé la saison 1, à chaque épisode, tu sais, quand tu cliques sur Disney+, t'as le titre de l'épisode, comme n'importe quelle autre série, et t'as un petit résumé. Quand tu regardes un Star Wars, t'as le petit teasing qui te présente ce qui va se passer dans l'épisode au début, voilà. Et là, mais comme c'est des épisodes de 2 minutes, c'est dur de dire un truc. Du coup, ils ont fait plein de commentaires à la con. Donc c'est trop drôle juste de lire les commentaires qu'ils ont mis. Genre des fois, ils font non, trop fort. Dans cet épisode, il y a Grégoire Ludwig du Palmacho. Juste ça, c'est ça la description du truc. Donc c'est très drôle en fait. T'as 82 épisodes, ils ont mis 82 commentaires un peu drôles qui parlent de la série. C'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, en termes de création, ils sont allés. Et c'est ce qu'ils disaient d'ailleurs tous les deux, hein, que tu le vois encore une fois dans nos documentaires. Ils en parlent, c'est qu'à la base, eux, ce qui leur plaît, ils n'avaient pas d'objectif particulier, que ce soit de faire un truc qui va leur rapporter beaucoup, un truc. Le but, c'est juste de faire de la création et ce qu'ils ont pensé dans leur tête, de l'appliquer tel quel. Ouais. Et du coup, ça crée, bref, c'est unique en son genre, quoi. C'était unique. Et du coup, ils ont fait de la création jusqu'au bout. Et là, même ce que tu dis là, c'est pareil, c'est unique aussi. Quoi. Ils se sont dit, en même temps, vu que les épisodes sont ultra courts, qu'est-ce que tu veux mettre Qu'est-ce que tu veux mettre Ça, je trouve ça fou. Ouais. Ils sont partis dans un truc. Mais c'est trop bien. Et d'ailleurs, donc, oui, vas-y. Kian dit un truc qui rejoint un petit peu l'idée que ça pourrait être en film. Enfin, avec tout ce que tu as dit précédemment, je me pose la question si c'est pas Anodin qui ait dit ça. Okay. Il dit, si vous avez l'optique de créer quelque chose, ne vous mettez pas de temps en fait particulier. Vous avez votre idée de création. Si ça dure 3 minutes, ça dure 3 minutes. Après, si ça dure 15 minutes, ça dure 15 minutes. Puis ensuite, si vous avez plus d'idées, vous faites un long métrage. Et si vous avez encore plus d'idées, vous pouvez faire un grand film. Tu vois, il enchaînait. Et du coup, ça me fait penser un peu à ce qu'ils ont fait, en fait. C'est qu'ils ont commencé avec des épisodes très brefs pour la saison 1. La saison 2, ils ont fait des épisodes plus longs. Et est-ce que là, justement, où ils vont faire une trilogie. Là, et puis moi, j'aime beaucoup cette mentalité-là de la création. Mais ça se ressent. Oui. Il y a une générosité dans la création. C'est pas comme si c'était juste un discours de façade et putain, ça sonne creux. Non, eux... Moi, c'est ce qui fait que je les aime beaucoup et que je les suis depuis longtemps. Parce que même, toi, t'as pas vu la série Bloquée avec Orelsan et Gringe. T'as vu quelques épisodes comme ça? Ouais, quelques épisodes, oui. Tu regardes un épisode comme ça, tu dis, ouais, bon, c'est un truc un peu à la con. Et en fait, je trouve qu'il y a une qualité d'écriture, il y a des réflexions, en fait. Et c'est très dur parce que c'est 2 branleurs sur un canapé qui philosophent de manière ultra branleuse. Mais en fait, il y a pas mal d'épisodes où tu dis, putain, c'était pas con. Je trouve ça trop fort, mais c'est une qualité d'écriture. Et moi, je vous invite. Alors, je vais essayer de voir parce que sur MyCanal, il y a le nouveau spectacle de Kian, le dernier spectacle de Kian qui est dispo sur Canal. Je l'ai pas encore vu du coup, mais j'ai regardé. Je vous conseille à tous sur YouTube, c'est disponible gratuitement. Il y a son spectacle Pulsion. Si vous avez aimé, mais ouais, faut se le faire. Moi, si vous avez aimé l'exoconférence, si vous aimez un peu ce genre d'humour où tu apprends des trucs, et puis toi qui es Wivo Cerveau, comme le grand Wivo Cerveau, là il parle des pulsions humaines, le fait qu'on a des pulsions et qu'on agit par pulsion dans tellement de trucs. Et je trouve que c'est un spectacle qui mêle intelligence, mais en même temps, comme il disait au début, c'est soit je te fais rire, soit je t'intéresse. Et là, c'est exactement ça. Des fois, tu apprends des trucs, comme l'exoconférence d'Alexandre Astier. Ouais. Je trouve que c'est la même recette un peu. Et je suis très curieux, moi, de voir son nouveau... Toi, t'as MyCanal en plus, je crois, non ? Oui. T'as même son deuxième spectacle. Là. Moi, je me chauffe. Enfin, c'est chiant, ces plateformes de streaming. Parce que j'ai voulu carrément soit l'acheter, soit le louer, tu vois. Mais il n'est pas disponible. Il est que en streaming sur MyCanal. D'accord. Je fais génial. Faut que je prenne un abonnement à MyCanal. C'est con, quoi. Alors que j'aurais bien voulu l'acheter ou le louer, quoi. Bah oui, au moins. Ouais, c'est dommage. Je crois que, je vais me faire ça. De ce pas. On va faire une émission en suivant sur... Ah, ça, ok, ça peut être super intéressant. Ouais. De toute façon, tu le vois qu'il est intéressé par ça parce que le fait que, ça soit cette petite voix intérieure, on voit que ça. Même le fait que
dans la saison 1, il y a ce côté un peu Fight Club d'une personne, en fait, qui n'est pas une vraie personne. Je pense que... C'est pour ça que je voulais le voir. J'ai regardé un petit peu Tu m'en avais déjà parlé, de façon, de Pulsion. Tu m'avais dit que ça me plairait, donc... Oui, parce que je pense, moi, te connaissant, je pense que c'est... En plus, t'as eu ta phase, toi, t'as regardé pas mal de one-man show. D'ailleurs, tu m'avais énervé, tu te rappelles, tu m'avais énervé parce que je comprenais pas ce que tu disais, parce que t'arrêtais pas de dire des sketchs. Oui, voilà, c'est ça. Tu sais, j'ai regardé le sketch de tel humoriste. Puis je fais, mais quel sketch? Tu fais, le sketch. Je fais, mais ça parle de quoi? C'est long, c'est spectacle en fait. Tu confonds sketch et spectacle. Oui, c'est vrai. Ouais. Merci de me foutre la honte devant des millions de téléspectateurs. Voilà, je t'ai humilié, mec. Bref. Ouais. Ah, c'est beau, tu l'as bien placé. Il était parfait. Je vais lancer la musique en même temps. Bref, c'est la fin du podcast. Non, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, du tout. Moi, j'ai regardé toutes mes notes, comme d'habitude, en fait. Toutes les notes, tout est pris. Hein, tout est... Ah, mais c'est... Ah, si, on aurait pu parler... vite fait, juste de... J'ai trouvé d'ailleurs le personnage de Jean-Jacques très touchant. Mais oui, ben voilà, mais t'as très bien... Oui. Voilà, en fait, j'ai ouvert mes notes, il y a écrit Jean-Jacques. Et j'ai fait, oui, Jean-Jacques... très touchant, si, ouais, en effet. Mais en fait, c'est très fort. En fait, déjà, je trouve que le choix de Jean-Paul Rouve est très bien, parce qu'il incarne très très bien le personnage. Ouais, totalement. Mais je trouve que c'est un personnage qui est pas évident à jouer, parce qu'il fallait vraiment un acteur qui incarne une forme de tendresse, je trouve, quelqu'un de gentil, foncièrement bon, parce que globalement le mec il est en train d'écouter au mur, c'est un peu glauque en fait, quand tu réfléchis au délire. Globalement c'est un peu glauque quoi. Le mec il est sur le mur en train d'écouter, il t'a écouté en train d'embrasser, tu fais bon, c'est un peu flippant quoi. Ouais, alors après de base je sais pas si, est-ce qu'il écoute? Parce que, est-ce que c'est que... Ouais, il a l'air d'avoir quand même pas mal de détails sur leur couple, donc il écoute. C'est vrai qu'il a toutes ces petites anecdotes. Ouais, mais il faut qu'il trouve de quoi raconter aux gens, parce qu'il a rien à raconter, donc... Ouais, mais d'ailleurs, même ce concept est très, très, très sympa. Des feuilles qui tournent autour de lui, c'est des anecdotes. Parce que d'ailleurs, dans les personnages que je me suis reconnu, justement, non, pas full Jean-Jacques, mais une des particularités de Jean-Jacques, c'est d'être un moi aussi. Et je pense... que moi, en fait, j'étais un ancien timide à l'époque. Et aujourd'hui, quand je rencontre des gens que je connais pas et que je dois créer une conversation, etc., je pense que je suis un peu un moi aussi. J'ai tendance, au lieu de poser des questions aux gens, en fait, j'ai l'impression de gêner en posant des questions aux gens. Ouais, mais t'es ça et t'es aussi le mec du film. T'es un petit peu mélangé les deux. Ah, mais moi, je suis tout le monde. Moi, je suis tous les personnages. non, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir ce truc de... Moi aussi, il vient de le faire. Oui, tu vois. Voilà. J'allais dire moi aussi, je suis un moi aussi, mais oui. Non, mais j'ai vraiment cette impression de, des fois pour entretenir une conversation, des fois tu chopes une anecdote et tu le rattrapes à un truc de ta vie et du coup c'est même pas présenté forcément négativement, c'est je pense qu'on est beaucoup de toute façon à être un peu comme ça. Faut pas que ce soit maladif et que t'écoutes pas les autres parler, hein, bien entendu, mais il y a ce truc de ça m'a fait rire. Voilà, j'ai fait je suis peut-être un peu un moi aussi quand je suis un peu timide avec des gens que je connais pas trop. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est encore un petit truc qui plaît dans la série. T'as l'impression que ça te concerne. En fait, il parle à tout le monde quand il fait cette saison. Après, je pense que oui, on a une grande majorité à faire ça, je pense. De toute façon, peut-être qu'on le fait tous. Hein. En fait, c'est ça le résultat. On fait tout oui, ça. Mais après, c'est pas grave d'être un moi aussi. Le tout, c'est de pas être un moi tout seul, finalement. Parce qu'il y a aussi ces gens-là qui parlent que d'eux et qui t'écoutent même pas quand tu parles. Oui, voilà, et qui sont là pour faire leur truc. Moi, je pense que je suis un moi aussi, mais juste pour créer quelque chose, tu vois. Et après, je suis dans le partage, etc. Mais des fois, quand tu raccroches un truc pour dévier une conversation... Oui, il y a le mot aussi pour continuer l'échange et il y a le mot aussi pour parler que de moi. Parce que tu vois, genre dans la série, il y a Jean-Jacques qui est présenté comme un moi aussi, mais il est assez attendrissant. Et l'autre moi aussi qui est présenté quasiment en même temps, c'est le personnage, je sais plus comment elle s'appelle dans la série, mais celle qui est incarnée par Doria Tillier, qui en plus il se rend compte qu'en fait c'était elle prenait de la coke. Et du coup c'est très marrant de voir tout le début de la série, tu le revois avec le contexte du fait qu'en fait elle se coquait et que l'énergie qu'elle avait, les pulsions qu'elle avait finalement, c'était dicté par la drogue. Quoi. Ouais, ça c'est vrai.
Et j'ai vraiment kiffé le moment où j'étais à fond dedans. Quand Jean-Jacques il écoute justement le Shifumi le plus important de l'histoire là. Mais alors s'il gagne, et ben en fait ils finissent pas ensemble. Encore une fois, hein, on parle à un détail près, voilà, ça peut tout changer. Là c'est grâce à Jean-Jacques en fait qu'ils vont rester ensemble. Ouais, sinon en fait pour une mauvaise interprétation ils seraient pas restés ensemble. Mais c'est ça. Et du coup ça t'interroge même sur toi-même, sur ta vie. Est-ce que t'es passé à côté de choses parce que t'as mal interprété? Petit détail. Mais ça se peut de ouf. Moi, la conversation, donc là, ça se joue au Shifumi, donc c'est vraiment pour marquer un moment de rupture très précis. Mais je me suis totalement reconnu dans le discours. Le moment où il lui annonce qu'il va partir parce qu'en fait, il sent qu'il est amoureux, il est persuadé qu'elle ne l'aime pas, et voilà. La réaction qu'elle a, j'ai déjà connu ce genre de réaction, et tu te dis, il y a des moments dans la vie qui font que, ça se trouve, t'es passé à côté de choses parce que t'as mal interprété les émotions de quelqu'un, ou t'as pas osé dire. Ou non, t'as surinterprété, t'as l'impression que en fait, la personne elle a l'air de s'en foutre en fait. Et du coup, tant mieux, alors on arrête, ou truc comme ça, tu vois. Et alors qu'en fait, ça se trouve, la personne pensait complètement autre chose, mais elle l'a pas fait, elle l'a pas montré, elle l'a pas. Et ça, tu te dis, c'est ça aussi, c'est dans ta vie, il y a plein de chemins que tu aurais pu prendre d'un rien et que tu n'as pas pris. Ouais, c'est ça, ça montre. Alors qu'en fait, on le sait. Je pense qu'on le sait tous au fond de nous. On sait que l'humain il est complexe et que ça, voilà, mais à travers, quand tu regardes en fait cette série, tu te dis oui, l'humain est complexe, mais il est complexe il est bienveillant en fait, mais des fois on se trompe vraiment sur les intentions des autres. On se trompe même sur nos propres intentions aussi. Mais oui, c'est ça. Mais ça vraiment, t'as cette sensation après avoir rigolé, après avoir eu des moments intenses, tu te dis ok. En fait, ça se trouve, des fois, je me trompe sur l'intention des gens et ça te pousse presque à être plus positif encore, en fait, qu'on l'est déjà, je dirais. Et ça rejoint, même notre podcast, du coup, va être une boucle. Parce que ça rejoint le truc que je disais au tout début, où qu'est-ce qui est le plus important, ce que tu vas interpréter d'une œuvre ou les intentions de l'auteur. Et souvent, on va interpréter une œuvre et on va le critiquer ou pas. Alors que ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir exactement ce que l'auteur voulait te transmettre, quoi, son message. Ouais, c'est ça. La boucle est bouclée, mec. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est vrai, il faut prendre le temps d'essayer de comprendre. Après, voilà, enfin bon. C'est beau quand même. Je trouve que c'est beau. C'est tout dit. C'est tout dit. J'ai plus rien à rajouter. Hein. C'est beau, c'est tout. Mais le Shifumi, j'ai surkiffé. Franchement, c'était trop bien. Cette scène, j'ai vraiment cru qu'en fait, ça allait mal se passer. Hein. Je me suis dit, il va y avoir encore un drame. Là, j'étais plus convaincu que non, ça allait bien se passer. Ah ouais, non, j'étais là. Bien tourné. Oui, je l'ai vécu aussi. Mais bon, ça finit bien. Enfin, ils ont eu un bébé quand même. Pour le moment. La suite au cinéma. Voilà, on vous l'annonce en exclu total. Bref, si vous voulez nous soutenir, il y a le petit pot commun dans la description, donc n'hésitez pas. Voilà, je le dis avec une voix toute douce et toute calme pour vous inciter à donner beaucoup d'argent. Non, mais pareil, comme d'hab, nous mettre des petits pouces bleus, des 5 étoiles, parlez-en autour de vous. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Oui. Tout est dit. Sur ce, à la revoyure. Allez, salut.